cœur de la jungle guyanaise, il n'y a pas de route, pas de renfort, pas de seconde chance. Juste l'humidité, la chaleur écrasante, l'odeur de terre mouillée et un ennemi qui vous observe bien avant que vous ne puissiez le voir. Ici, chaque pas peut être le dernier. Ici, un bruit dans les feuilles peut annoncer un serpent ou un homme armé. Et ici, des gendarmes d'élite traquent des chercheurs d'or clandestins, organisés, armés et surtout prêts à tout pour défendre leur camp. Aujourd'hui, dans StoryCube, on reçoit un homme qui a vécu tout cela de l'intérieur. Un ancien chef du GIGN, le major Franck Robin. Il a passé des années en Guyane, à s'infiltrer dans l'enfer vert, à remonter des rivières noires, à surprendre des garimperos, des chercheurs d'or clandestins cachés au milieu de kilomètres de jungle. Mais surtout, il y a eu ce jour-là, celui où tout a basculé. Un échange de tirs, une balle qui passe sous le gilet, une fraction de seconde qui sépare la vie de la mort. Depuis, Franck est en fauteuil roulant, mais il est vivant. Et ce soir, il va nous raconter. Il va nous raconter sa vie de gendarme d'élite, ses missions, ses moments où tout s'est joué, et surtout, la reconstruction qui a suivi. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières, et préparez-vous à plonger dans l'un des terrains d'opération les plus dangereux du monde, où le courage ne suffit pas, où chaque décision compte, et où 23 grammes d'or peuvent changer une vie à jamais. Bienvenue dans StoryCube. Nous, on a fait déjà des interventions où les mecs, ils avaient planté un type pour 10 € à un distributeur automatique, tu vois. En fait, on avait décidé de se mettre dans le cours d'eau avec notre sac comme flotteur. Okay. En fait, on s'était fait dériver plusieurs heures dans la rivière. Quand on arrive au milieu de l'eau, en discrétion, au bout d'un moment, on est tombé sur un endroit où ils étaient en train de décharger avec une pirogue. Il me fait une embuscade, il sort face à moi, parce que je sais qu'il va tirer, tu vois. Je vois dans son regard, je sais qu'il va tirer. Je suis persuadé que je vais mourir aussi. Bonjour tout le monde, bienvenue dans StoryCube. Aujourd'hui, on reçoit un ancien chef du GIGN. Vous vous êtes peut-être déjà demandé ce que vivent vraiment les gendarmes d'élite en mission, comment on traque des chercheurs d'or clandestins au cœur de la jungle la plus hostile du monde. Aujourd'hui, on va parler de missions d'infiltration en Guyane, de garimperos, sans foi ni loi, et de ce moment où tout a basculé dans sa vie en une fraction de seconde. Major Franck Robin, bienvenue dans StoryCube. Enchanté, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui ici. Peut-être juste avant qu'on aborde un peu ton histoire et ton parcours qui est absolument dingue, ça peut peut-être être juste cool de savoir qui tu es rapidement, en 2 mots. Qu'est-ce que tu as fait finalement à cette époque-là ? Moi j'étais, comme tu l'as dit, j'étais gendarme au GI2G, donc c'est le groupe d'intervention de la gendarmerie de Guyane, qui maintenant est devenu une antenne GIGN. Notre boulot principalement, c'était de traquer les garimperos. Donc les garimperos, c'est les chercheurs d'or clandestins. Alors pourquoi garimperos ? Parce que en brésilien, ça veut dire prospecteur. Donc c'est pour ça qu'on appelle les garimperos. Donc ce sont des gens qui viennent principalement du Brésil et du Suriname pour exploiter de façon illégale de l'or qui est dans les sous-sols guyanais. La particularité de la Guyane, c'est que c'est un département où il y a énormément d'or. 90% du territoire, c'est de la forêt amazonienne, c'est de la jungle. Donc nous, en tant qu'unité d'intervention, on avait le volet intervention en police judiciaire. C'est pour ça qu'on est formé par le GIGN pour partir là-bas. Donc là, c'est tout ce que les gens connaissent, c'est-à-dire on va interpeller les braqueurs, parce qu'il y a énormément de vols à main armée et de braquage là-bas, les dealers, tout ce qui est proxénétisme et tout. En gros, schématiquement, c'est à 6h du matin, t'as une colonne d'assaut, tu casses la porte et tu chopes les mecs chez eux. Donc ça, c'est pour le volet au profit de la police judiciaire. Donc ça, c'était à peu près 200, un peu plus de 200 missions par an. Et ensuite, on avait le volet forêt équatoriale. Donc là où on traquait les chercheurs d'or, justement. Et là, ça se passe vraiment au milieu de la jungle. Vous avez des missions conjointes avec les militaires ou les légionnaires, des missions que je raconte dans mon livre, où on faisait vraiment des missions spécifiques à mon unité, des missions d'infiltration qui ont vocation à interpeller des criminels qu'on recherchait au milieu de la forêt. Donc c'est des missions vraiment atypiques. Il y a beaucoup de modes d'action, on est les seuls à les maîtriser, les seuls à les mettre en place. Donc c'est pour ça qu'on travaillait qu'entre nous et pas avec l'appui de militaires. Incroyable, on va en parler évidemment de ce livre. Je trouvais hyper intéressant de revenir en fait un peu chronologiquement sur ton parcours. Et d'ailleurs, je crois que c'est un truc que tu fais aussi dans le livre, si je dis pas bêtise. Tu reviens vraiment un peu sur toute ton histoire, les missions les plus importantes que tu as réalisées évidemment. Exactement, ouais. Le livre s'appelle d'ailleurs 23 grammes d'or, pour 23 grammes d'or. Pour 23 grammes d'or, ouais. On reviendra pareil évidemment durant la vidéo sur la signification de ce titre, si ça va pour toi bien sûr. Ce que je te propose, avant tout, c'est peut-être de revenir un peu sur ton baptême du feu, comment tout a démarré là-dessus. C'est quoi un peu les premières missions, les premières choses que tu as fait avant même que ça commence Moi, après, ce que je raconte dans mon livre, donc j'explique un petit peu, c'est mon histoire, hein, donc le but du livre, en fait, c'était vraiment de mettre en lumière les missions qu'on fait en Guyane, les missions avec mon unité, l'antenne GIGN, parce qu'elles sont pas connues, elles n'ont jamais été racontées, donc le but, c'était vraiment de les mettre en lumière, et je me suis servi de mon histoire pour raconter tout ça. Donc je démarre de mon enfance, comment je suis rentré en gendarmerie, ce qui m'a poussé à incorporer la Guyane, et puis ensuite,
ensuite, j'explique différentes missions qui sont un petit peu atypiques. Moi, en 2008, j'ai eu la chance d'être agréé, de pouvoir faire le premier stage justement qui était délivré par le GIGN pour partir en Outre-mer, parce qu'ils voulaient vraiment remuscler les unités. Maintenant, c'est un stage qui est obligatoire. Tous ceux qui vont en antenne GIGN, que ce soit en métropole ou en Outre-mer, sont obligés de faire ce stage. Moi, en 2008, c'était vraiment les premiers, en fait, donc on a été les premiers à le faire. Parce qu'en gendarmerie, on est tous formés à l'intervention. Moi, j'étais moniteur d'ailleurs, mais c'est de l'intervention professionnelle. C'est vraiment pour tous les gendarmes, aussi bien les psys que les gendarmes de brigade, pour que tout le monde puisse intervenir en sécurité, pour sa sécurité et pour la sécurité de la personne qu'on va appréhender. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'intervention professionnelle, donc tous les modes d'action et les techniques. Dans le milieu vraiment de l'intervention, vraiment dans le haut du spectre, pour le terrorisme ou vraiment quand les gens sont armés ou susceptibles d'être armés, là on va basculer dans une intervention spécialisée. D'accord ? Donc là c'est vraiment les GIGN qui nous forment, c'est pas énormément, hein, c'est un petit public. Et là c'est le GIGN, en gros, toutes les unités, tout confondu, ça fait 1000 personnes. Donc sur une population de gendarmes où il y a 120 000 à peu près, ça fait à peine 1%, quoi. Ok. Voilà. Donc on est formé pour une intervention spécialisée. Donc moi j'ai eu la chance d'être formé avant de partir en Guyane et du coup j'ai pu partir en Guyane. Alors j'ai demandé la formation, c'est quoi ce que vous apprenez un peu les trucs de formation, c'est alors on est formé vraiment sur tout ce qui est intervention spécialisée, comme je disais. Donc là c'est des modes d'action qui sont spécifiques pour apprendre quelqu'un dans une maison ou en milieu ouvert, dans un véhicule ou dans la rue. Là, il y a vraiment des techniques et des modes d'action qui sont spécifiques. Il y a énormément de tirs également, il y a beaucoup d'aguerrissement. Forcément, c'est des stages qui durent un peu plus de 2 mois. On fait pas des heures de bureau, si tu veux. C'est matin, midi et soir, et puis surtout la nuit, quoi. C'est un stage qui dure physiquement, mais où on apprend énormément. C'est vrai qu'après, on est vraiment on peut travailler beaucoup plus en sécurité, parce que voilà, on fait énormément de tirs également, donc notre arme, on la maîtrise beaucoup plus qu'un gendarme lambda, forcément. Nous, après, ça devient vraiment notre arme, c'est le prolongement de notre bras, en fait. C'est vraiment, nous, c'est un outil après. Tu vois, forcément, on intervient toujours dans le cadre légal français, toujours, c'est normal, tu vois. Et ensuite, moi, j'ai demandé, donc je suis parti en Guyane, j'ai demandé à Guyane en premier, moi, parce que je savais que c'était vraiment le territoire, enfin le département français où il y avait le plus d'engagement opérationnel. Comme je disais, on a le côté police judiciaire, donc au profit d'enquêteurs qui, eux, vont travailler, ils vont nous dire avant l'enquête, ils vont repérer, nous on appelle ça un target, donc un mec qu'il faut aller appréhender à tel ou tel endroit, peu importe, ça peut être chez lui, ça peut être au milieu de la jungle, ça peut être n'importe où en Guyane. C'est donc vous appelez ça un target de coco. Ouais, on appelle ça un target, ouais. Et en fait, dès lors que cet individu est armé ou susceptible d'être armé, il a déjà fait usage de son arme ou même susceptible d'être armé, et les enquêteurs on appelle une unité d'intervention spécialisée. Donc en Guyane, on était les seuls, donc on était aussi sollicité par la police. Pas forcément par la gendarmerie, mais aussi par les enquêteurs de la police. Et on faisait les interventions parce qu'en Guyane, la spécificité de ce territoire d'outre-mer, c'est que c'est un département qui est sur un continent comparé aux autres outre-mer qui sont ceux des îles. La Guyane, c'est vraiment situé, c'est un petit bout de France, vraiment perdu au milieu de l'Amérique du Sud, entre le Brésil d'un côté et le Suriname de l'autre. Et pour donner un ordre d'idée, au niveau criminalité, en France, il y a à peu près un homicide et demi pour 100 000 habitants. En Guyane, c'est 15 fois supérieur. C'est le département où il y a le plus de criminalité. Donc nous, on avait vraiment un gros engagement. Comme je disais tout à l'heure, il y a 90% de ce département, c'est la forêt amazonienne, c'est de la jungle, c'est de la forêt primaire. Donc du coup, il y a énormément d'or dans les sous-sols. Donc il y a des sociétés illégales qui exploitent cet or, qui travaillent à peu près proprement au niveau de l'environnement et vont reverser des taxes à l'État français. Il y a forcément des gens qui vont venir pour l'exploiter de façon illégale. Et tous ces gens-là, tous ceux qui exploitent cet or de façon illégale, ils viennent principalement du Brésil et du Suriname, parce que les frontières, c'est simplement des fleuves, hein, donc ils traversent et puis 10 minutes après, ils sont surinamais, qui viennent du Suriname. Quoi, les frontières, c'est quoi, t'as dit? Des fleuves. Ah, des fleuves. Ouais, c'est des... Ouais. Voilà, donc il y en a certains, c'est des rivières, mais une rivière en Guyane, si tu veux, ça représente un fleuve en France. On n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Okay. C'est pas du tout pareil. Et donc ils traversent, la plupart, ça se fait de nuit, les convois passent de nuit, et puis après, ils progressent au milieu de la forêt pour arriver sur les sites. Donc des fois, ils vont mettre plusieurs jours pour arriver sur un site illégal. Hein. Avant qu'on arrive peut-être à tes premières missions, est-ce que tu avais déjà fait d'autres mission avant ça ou... Quand j'étais gendarme mobile, justement, gendarme mobile, c'est l'équivalent des CRS. Hein, les gens connaissent maintenant, mais on les connaît bien sur les manifs et tout. Mais nous, à l'époque, on fait beaucoup d'outre-mer. Donc, moi, j'avais fait la Calédo, je fais la Réunion, je fais la Côte d'Ivoire également, en OPEX, avec mon escadron. Et puis après, comme je disais, comme j'avais différents monitorants, en fait, j'étais souvent détaché, moi, pour faire de l'instruction à Saint-Astier. Et j'avais envie d'engagement un peu plus opérationnel, justement. C'est pour ça que je suis parti en outre-mer, parce que là-bas, en outre-mer, on est vraiment sur un plus haut niveau d'intervention. Ça ressemble à quoi un peu là-bas quand t'arrives? Est-ce que c'est comme tu t'y attendais? Est-ce qu'il y a plus de gens que prévu? T'es un peu comment? La Guyane, le long de l'océan, t'as tout le littoral qu'on appelle, c'est là où toutes les populations sont cantonnées. T'as plusieurs villes, ça part du côté Brésil, t'as Saint-Georges de l'Oyapock. Après, t'as la route qui va, t'as différents villages, hein, des petites villes, on va dire. T'as Regina. Après, t'as Cayenne qui est la capitale, la principale ville. Après, au-dessus, t'as Kourou. Donc Kourou est connu par le centre spatial. Et après, plus haut, t'as Saint-Laurent-du-Maroni qui est tout en haut. Et là, c'est la frontière avec le Suriname. Donc t'as une route qui traverse tout, en fait, une seule route. Donc il te faut entre Cayenne et Saint-Laurent
par exemple, pour 3 heures de route. Et entre Cayenne et Saint-Georges de l'Oyapock, de l'autre côté, il faut également 2h30, 3 heures. Donc pour traverser, il faut 6 heures quasiment, avec une seule route. Et tu prends cette route en journée ou encore plus la nuit, pendant 1 heure, tu peux croiser personne, à part des singes ou des bestioles qui traversent la route, c'est tout. C'est assez isolé. Mais après, au niveau population, il y a un gros melting pot, il y a beaucoup de clandestins, forcément, parce que c'est très facile d'arriver en France, il faut traverser le fleuve simplement. Il y a les Amérindiens, mais les Amérindiens sont pas trop, eux, ils vivent plus justement en forêt, d'accord. Ok. Et après, tu as beaucoup de Brésiliens, beaucoup de Surinamais également, qui viennent du Suriname. Tu as énormément une grosse population chinoise, ceux qui tiennent tous les commerces d'ailleurs, les Chinois. Ok. Et après, tu as une population, les Hmong. Donc les Hmong, c'est une ethnie qui vient du Laos, qui a été chassée du Laos. Et en fait, ils sont sur un village qu'on appelle Cacao, à 1 heure de route à peu près de Cayenne. Ils sont arrivés dans ce village de Cacao au départ, il y a, je sais pas exactement, mais il y a plusieurs dizaines d'années. En fait, c'était la forêt. Et en fait, ils ont tout rasé, ils ont cultivé. Et en fait, c'est eux qui fournissent tous les fruits et légumes pour la Guyane. Donc c'est une population qui est hyper résiliente. Il y a un gros panassage de population et tout le monde est plus ou moins guyanais. En fait, il y a forcément beaucoup de gens qui viennent de métropole également. Après, effectivement, je disais, il y avait beaucoup de criminalité, donc il y a de l'insécurité, mais dans certains quartiers, à Cayenne ou à Kourou, tu vois, mais au même titre qu'en métropole, il y a des quartiers où dans des grandes villes, il y a des quartiers où il faut pas trop aller la nuit, tu vois. En Guyane, c'est pareil, comme dans tous les outre-mer, il y a beaucoup de drogue, donc il y a énormément de crack. Et c'est vrai que les craqués, eux, par contre, ils goupillent facilement. Donc quand ils traînent dans Cayenne, faut faire attention parce que nous, on a fait déjà des interventions où les mecs, ils avaient planté un type pour 10 € un distributeur automatique, tu vois. Tu te rappelles de la toute première intervention que tu fais là-bas Alors, une de la première qui t'a marqué là-bas En fait, celles qui m'ont marqué, c'est vraiment les missions en forêt, parce que celles-ci, elles sont atypiques, elles marquent vraiment, j'en raconte quelques-unes dans mon livre. Et après, les missions, ce que je disais, les de police judiciaire, donc au profit des enquêteurs. Moi, je voulais la raconter dans mon livre, mais en fait, ça devient tellement notre routine que je me rappelle plus vraiment de mission, en fait. Il n'y en a aucune qui m'a vraiment marqué. Parce que si tu veux, en fait, quand tu travailles, moi, j'étais chef de groupe, en plus, donc mon patron me donnait l'objectif, où c'était, qu'il fallait appréhender et tout, et c'est moi qui donnais la tactique et tout, et chaque rôle, le rôle de chaque équipier. Comment ça se passe quand tu reçois un ordre comme ça? Tu reçois juste une target et après tu dois... Tu reçois le profil du gars, d'accord, donc suivant ce qu'il a fait, s'il est connu, s'il a déjà été interpellé, tout ça, les amis éventuellement qu'il peut avoir dans le contexte, toute la situation générale en fait, après la situation particulière, vraiment là où il est, comment c'est foutu, tu vois, le lieu, comment il est, si on arrive à le localiser, ou si vraiment c'est des personnes qui sont toujours entre le Brésil et le Suriname, donc on peut pas les localiser à un endroit précis, donc c'est par rapport au renseignement, on sait que à telle heure il va passer à tel endroit, donc on le chope là par exemple, donc après on monte la manip, mais si tu veux, quand on intervient comme ça, c'est un assaut délibéré, c'est-à-dire c'est nous qui décidons d'intervenir. Donc on montre un ordre initial, une tactique pour l'appréhender en sécurité. On prévoit différentes hypothèses, d'accord. Si jamais il se passe ça, si jamais il passe ça, donc on essaie de prévoir toutes les hypothèses qu'il peut y avoir par rapport à notre vécu, par rapport à notre savoir-faire. C'est quoi un peu les hypothèses? C'est genre, un coup, en fait, il a une arme, en fait, vous avez laissé comme ça ou... Je sais pas, par exemple, tu interviens dans une maison, tu t'attends à ce que le mec, nous on intervient à 6h du matin par rapport au cadre légal. À 6h du matin, tu t'attends à ce que le mec il dorme dans sa chambre. Tu peux très bien avoir une hypothèse où dès que tu arrives, le mec il est dans son jardin. La porte d'entrée principale, nous on peut la fracturer avec le bélier, de l'explosif, avec de la céramique, peu importe. Mais si jamais elle est vraiment trop dure à ouvrir, on peut rentrer dans une autre issue, une fenêtre ou une autre porte. Après, quand on a l'appartement, le premier trinôme, souvent ils ont un bouclier. Eux, quand ils rentrent, leur rôle c'est d'aller directement dans la chambre pour choper le mec. Mais si quand ils arrivent, par exemple, le mec, il s'est engueulé avec sa femme, il dort sur le canapé, faut l'interpeller tout de suite quand il passe. En fait, il y a toutes ces hypothèses, il y en a différentes. Il faut réfléchir en amont, putain, c'est dingue. Ouais, exactement. Donc, faut vraiment réfléchir en amont. Le but, c'est de travailler en sécurité. On va maîtriser quasiment toutes les hypothèses. Et les mecs qui ont travaillé, les équipiers, ils ont l'habitude. Le trinôme, il rentre, en rôle, c'est d'aller dans la chambre, je sais pas, moi, qui est la 3e porte au fond du couloir. Et quand ils rentrent, ils voient le mec, ils vont pas foncer dans la chambre. En fait, ils vont interpeller le mec. Et la chambre, du coup, c'est les binômes qui sont derrière qui vont s'en occuper, si tu veux. En fait, c'est un drill. Donc, tout le monde sait ce qu'il a à faire. C'est naturel, ça roule. En fait, on prévoit notre schéma tactique, on prévoit notre ordre initial, mais en fait, c'est toujours la situation qui va déterminer notre action. On prévoit des trucs en amont, mais si la situation fait qu'on doit s'adapter, en fait, on change en cours d'action des nouveaux ordres. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant. Vous êtes combien comme ça sur une intervention Un groupe d'assaut, c'est à peu près 12 mecs. 12 mecs, et après, on a des gens aussi qui sont en bouclage à l'extérieur. D'accord, en bouclage pour sécuriser la zone, parce qu'on sait pas, quand on intervient, mettons dans une cité par exemple, il peut y avoir des mecs qui arrivent, tu vois, des amis aux mecs pour foutre la merde, pour essayer de se mêler au milieu du truc. C'était déjà arrivé cette fois d'intervenir? Ouais, mais souvent quand on intervient le matin en fait, puis le mec on le chope, on intervient sur du gros bonnet, du moment où t'arrives, le mec est tellement surpris qu'il y en a qui se pissent dessus, tu vois. Mais par contre une fois qu'il est devant l'enquêteur, une demi-heure après, il va retrouver sa bouche, tu vois, il va gueuler devant l'enquêteur, mais une demi-heure avant, tu vois, il faisait pas le malin quand il a pris un coup de bouclier dans son lit. C'est clair. C'est souvent comme ça, quoi. Nous en fait, on le met à disposition des enquêteurs et après c'est les enquêteurs qui font les auditions et les enquêtes. Toi t'es sur place quand t'interviens en tant que chef comme ça de... Ouais, bien sûr, hein. Moi je suis dans la colonne d'assaut, moi souvent je suis derrière le 2e trinôme. Voilà.
C'est quoi un peu, si j'ose demander, les types de personnes qu'il y a? Donc il y a 3 personnes qui ont un bouclier, les autres... En fait, il y a chacun son rôle. Donc il y a comme je disais, la cellule bouclier par exemple, où ils sont 3 souvent. Donc un bouclier devant avec un gros bouclier, comme il y a eu par exemple dans le Bataclan, par exemple, tu sais, ils en ont montré par exemple. Donc eux, c'est vraiment un gros bouclier, la BRI qu'ils ont. Eux, c'est un bouclier qui est plus petit, plus maniable, forcément. Donc ça, ils sont 3, avec une arme d'épaule souvent. Après, tu as un binôme derrière qui eux sont équipés en lourd avec un casque blindé et tout, mais ils n'ont pas forcément du bouclier. Et puis tu as une cellule également effraction, on appelle la cellule effraction. C'est eux qui sont chargés d'ouvrir la porte. Donc il y a différentes méthodes. Soit ils vont l'ouvrir en ouverture fine, soit ils vont la défoncer avec un bélier, avec de la céramique. Donc c'est un fusil à pompe avec des cartouches en céramique qui vont faire péter les trucs. Il peut y avoir aussi de l'explosif. Donc nous en Guyane, on n'utilisait pas l'explosif. C'était rare quand on tombait sur des portes blindées, tu vois. Souvent des portes, souvent des portes en bois en Guyane. Mais en métropole, ils travaillaient aussi avec l'explosif. Donc il y a différentes méthodes d'ouverture des portes. Et après, une fois que c'est fait, la cellule rentre, elle fait son taf, quoi. Tout le monde est appréhendé, nos targets, mais également la famille et tout. Donc tout le monde est appréhendé, on fait le tri après, quoi. Nous, on travaillait toujours au début avec un médecin et une infirmière qui nous accompagnaient. Donc ils ne sont pas dans la cellule d'assaut, ils restent derrière et tout. Quand il y a une blessure, forcément, l'usage des armes, n'importe quoi, qui puissent venir prêter secours à nous ou à la personne à appréhender. Et souvent, en fait, ils intervenaient parce que la famille, souvent, t'en avais la mère ou le père qui tombait dans les pommes. Ils servaient plus pour les familles parce que tu vas appréhender un mec, ça doit être un connard, la famille, ils sont peut-être pas au courant. Ouais, c'est sûr. C'est pas forcément... T'as déjà eu des cas comme ça où tu fais l'intervention puis ils se défendent directement le matin, je sais pas, ils ont un flingue sous le lit ou des trucs comme ça? Chaque fois qu'on intervient, on intervient tellement vite qu'ils n'ont pas le temps souvent d'utiliser les trucs. Mais oui, effectivement, près des lits, plein qui ont des armes près d'eux, quoi. Ils n'ont jamais le temps parce qu'on arrive tellement vite, en fait, c'est vraiment... on doit créer vraiment comme une onde de choc, si tu veux. Ok. Donc une fois que la porte est ouverte, ça se fait en très peu de temps. Par contre, quand on travaille en milieu ouvert, c'est-à-dire dans la rue ou dans un commerce et tout, nous on n'est pas bien en gendarme, forcément dans le civil. Et là, par contre, il faut vraiment que ça aille hyper vite parce que la personne, souvent, elles sont sur ses gardes et tout, et puis il y a des témoins, il y a des personnes autour. C'est ça, ouais. Donc il faut vraiment le faire encore plus rapidement. C'est dingue. Ça prend quoi? Ça prend quelques secondes en fait avant que... Ouais, même pas, c'est fraction de seconde. Putain, ça va super vite. Il y a un des premiers chapitres que tu abordes dans le livre qui s'appelle Face aux pirogues folles. Je sais plus, je sais pas comment. De Sossonnel. De Sossonnel, ok. Ouais, Sossonnel, c'est un lieu en Guyane. Parce qu'en fait, en Guyane, sur les fleuves, à chaque fois, il y a des sortes de petits barrages, de petites cascades, en fait, tu vois, parce qu'il y a énormément de pierres, beaucoup de rochers au fond des rivières, et entre la saison sèche et la saison humide, ou même avec la marée, le cours des fleuves, il peut varier de 3 à 5 mètres, tu vois. Des moments, en une nuit, l'eau, ça peut monter de 2 mètres. Hein. En saison sèche, par exemple, il y a des endroits où il y a énormément de pierres, où il y a des passages vraiment spécifiques à prendre, parce que sinon, si tu passes à un autre endroit et qu'il y a une pierre juste sous l'eau que tu vois pas, parce que l'eau, là-bas, elle est pas bleue, elle est vraiment, elle est hyper sombre. Ok, tu mets ta main jusqu'ici, tu vois, et tu vois pas tes doigts, quoi. Ah ouais, putain. Donc il peut y avoir une pierre dessous, tu casses ton moteur, donc faut toujours passer au même endroit. Et ces cascades, on appelle ça des sauts. Okay. Donc il y en a plusieurs. Il y a la Mana, par exemple, je crois qu'il y a 100 sauts. Et en fait, il y a des pierres partout, donc des rochers partout. Donc il y a des passages vraiment spécifiques. Les Surinamais ou les Amérindiens, ceux qui vivent sur le fleuve, connaissent les passages par cœur. Donc ils passent aussi bien à saison sèche que saison humide. Ils passent toujours au même endroit pour être sûr. Même s'il y a 2 ou 3 mètres d'eau de plus, mais ils passent toujours au même endroit en fait pour être. Parce que voilà, c'est leur habitude. C'est hyper intéressant. Et vous êtes déjà allé sur ces endroits-là ou bien? On va tout le temps sur ces endroits-là. Et la difficulté, justement, nous, c'est que les piroguiers, que ce soit les Amérindiens, les Surinamais, les Brésiliens, ils sont nés à un endroit, ils connaissent le fleuve par cœur, mais à cet endroit. Ouais. Mais ils connaissent pas forcément des fleuves. Et nous, en fait, comme on travaille sur toute la Guyane, on est censé connaître à peu près. Donc c'est impossible de connaître tous les passages. Ouais. Donc des moments, c'est vrai qu'on avait de la casse moteur parce que tu passes et puis paf, tu tapes une pierre dans l'eau, et, tu casses ton moteur. Donc, Il y a une partie un peu après qui s'appelle Coup de filet inattendu à Camopi. Qu'est-ce qui se passe? C'est une mission spéciale? Ouais, alors pour revenir déjà sur la première, sur les pirogues phoques de Sossonnel, en fait c'était une mission où il y a un barrage. Il y a un barrage en fait c'est les génies et les militaires qui ont fait ça en fait à travers de la rivière. Il y a un barrage qui a été fait, donc c'est des barbelés avec des tonneaux et tout, c'est sommaire, mais c'est pour empêcher les pirogues de monter parce qu'à cet endroit c'est proche du Suriname et en fait la nuit il y a des convois des pirogues clandestines avec du matériel, avec des clandestins. Quand elles redescendent avec de l'or et différents matériels, ils vont alimenter les sites illégaux. Ils ont fait un barrage pour éviter qu'ils passent. Ça se passe de nuit souvent, donc ils s'arrêtent avant. Mettons 2-3 km avant, il décharge la marchandise, il contourne par la forêt et il recharge plus haut avec des pirogues. Donc il s'adapte forcément. Donc nous on fait des contrôles tout autour, et les militaires font ça également. Donc vous contrôlez tous les pistes de contournement, donc il y a des quads, tout ça. Donc après, ça c'est plus chez les gendarmes mobiles ou les militaires qui font ça. Et nous en fait on intervenait, parce que c'est loin, c'est à 1 heure d'hélico à peu près de Cayenne, quoi. Donc nous on intervenait parce que la nuit, ça arrivait qu'il y a des convois de 5-6 pirogues qui passent, qui forcent le barrage. Donc souvent ce qu'ils font, c'est qu'il y a une pirogue qui passe la première, donc elle est à vide, donc c'est des gros moteurs de 200-225 chevaux. Donc l'avant de la pirogue, qu'on appelle la banane, elle est à 3 mètres au-dessus de l'eau, si tu veux, il fait comme un wheeling, tu vois. Okay, ouais. Et en fait, il arrive sur le barrage, il écrase tout, il casse le barrage, et après, tu as les pirogues chargées de matériel. Donc il y a 4-5 tonnes de marchandises avec des Brésiliens, des clandestins dessus. Et hop, et ils passent et ils vont alimenter les sites illégaux qui sont plus hauts. C'est beaucoup de sites. En fait, j'arrive à me représenter aussi. Pirogue, c'est un bateau comme les pirogues qu'on peut imaginer, mais sauf que là, elles sont beaucoup plus longues. C'est là où on peut mettre 3-4 tonnes de marchandises, c'est en bois.
Donc eux, ils forcent le barrage et du coup, nous, on est toujours appelés en renfort parce qu'on sait qu'une fois qu'ils vont livrer la marchandise, ils vont redescendre. Et ils vont redescendre à vide, donc ils iront beaucoup plus vite. Et souvent, quand ils redescendent à vide, ils redescendent avec de l'or. Il y a les patrons des sites également qui vont pouvoir redescendre. Donc c'est quelque chose qui est assez sensible. Et souvent, sur ces interpellations-là, on a beaucoup d'usage des armes parce que les gens, ils ne cessent pas du tout appréhender, tu vois. Donc, Eux, ils ont des armes aussi sur eux. ouais, bien sûr, ils ont toujours des armes. Parce qu'en fait, un site, pour l'expliquer, un site illégal, il y a donc les guerrilleros, les prospecteurs, les travailleurs. Eux, en fait, c'est des gens qui viennent principalement du Brésil, hein, des provinces assez pauvres, et ils viennent chercher de l'or en Guyane pour s'enrichir un petit peu. Et eux, c'est vraiment les travailleurs. Eux, ils travaillent donc sur des zones de chantier où ils vont extraire cet or. Et à côté, ils vont créer des zones vie, donc à 30 minutes, 1 heure de marche de la zone de travail. Les zones vie sont planquées sous la forêt, donc on les voit pas quand on survole en hélico ou des vues aériennes. Et eux, ils vivent vraiment dans des villages au milieu de la jungle, dans des cabanes qu'on appelle des carbets. C'est des troncs d'arbres avec des bâches en guise de toit et de murs. Ouais. Et ils vivent Ils là-dedans. restent camouflés comme ça. Ouais, voilà, donc ils vivent là-dedans. Et le problème de ces villages, sur ces sites, il y a les garimpeiros. Ils savent qu'ils viennent extraire l'or de façon illégale. Ils utilisent du mercure également parce que ça a la faculté d'émenter l'or quand ils vont nettoyer. Donc ça pollue beaucoup les sols, forcément. Ouais. Et après, les sites, là où ils vont travailler, ils vont tout déforester, ils vont pomper de l'eau. Donc ça va créer énormément de boue. Et après, le sol, il est stérile pendant des dizaines d'années. Il n'y a rien qui repousse. Donc c'est un désastre écologique. Et après, sur ces zones vie, le problème, c'est qu'on va trouver énormément de prostitution, énormément de drogue. Quand ils vont extraire l'or, en fait, il y a un patron qui va acheter tout la marchandise, donc les moteurs pour extraire l'or, le carburant, tout, ça coûte très cher. Hein. Un litre de carburant en forêt, suivant la saison, ça peut valoir, avec le cours actuel de l'or, ça peut valoir 30 €. Mais en forêt, en fait, il n'y a aucun échange en euros ou en dollars, tout se fait en or. Donc tu vas quand tu trouves des commerces, il y a une petite balance, et en fait, les gens, ça peut être 1 gramme d'or ou fraction de gramme d'or, en fait, et tout se pèse en or, et que les marchandises sont payées en or sur place. Et donc, un patron de site, que je comprenne bien, c'est le gars qui dirige le site, c'est Exactement. Donc, Ok. il dirige le site. Et après, il emploie des garimpeiros, des travailleurs. Donc les travailleurs, eux, ils sont exploités. Quand l'or est extrait, 70% de l'or est pour le patron, parce que lui, il paye tout, et 30% est divisé entre les garimpeiros, entre les travailleurs. Donc ils gagnent pas énormément d'argent, ces gens. Et après les week-ends, comme ils font beaucoup la fête, donc sur place, au milieu de la forêt, au milieu de ces villages, on va retrouver des endroits qu'on appelle des corps-hôtels. Donc si tu veux, il y a des zones vie un peu partout dans la forêt. Et au milieu de ces zones vie, près des cours d'eau, c'est toujours près des cours d'eau pour être ravitaillé en marchandises et avec les pirogues, on va trouver une zone plus importante qu'on appelle un corps-hôtel. Donc c'est un peu le supermarché. Et toutes les différentes zones vie qui est autour, donc idéalement ils vont marcher 2-3 heures pour venir s'alimenter, acheter de marchandises, acheter la nourriture, acheter tous les produits de beauté, tous les produits d'entreprise, enfin tout ce qu'ils ont besoin pour tout. Et ça sert également de bar et de boîte de nuit. Donc il va y avoir tout marche avec du groupe électrogène en forêt, il n'y a pas d'électricité. Donc on va trouver des écrans plats, on va trouver des enceintes, des sonos, des congélateurs, des frigos. tout ça, c'est illégal, enfin c'est pas vraiment... Tout ça, c'est apporté de façon illégale, tout ça, bien sûr. Donc, et au milieu de ces sites, il y a beaucoup de filles de prostituées et énormément de drogue, donc ça traîne une très grosse criminalité et il y a également beaucoup de règlements de compte. Le problème, c'est que ces sites, souvent les patrons, comme il y en a qui gagnent beaucoup d'argent, comme s'il y a des sites où ils peuvent extraire plusieurs kilos par semaine ou par mois, et 1 kilo, au cours actuel de l'or, 1 gramme d'or, ça vaut à peu près 100 €. Donc tu fais le calcul quand il y a 10 kilos, ce que ça fait, ça va très très vite. On estime en Guyane qu'il y a plusieurs tonnes qui sont extraites par an de façon illégale, qui partent dans les comptoirs d'or au niveau du Suriname, parce qu'après tout part au Suriname pour être revendu dans des comptoirs d'or, qui sont tenus par des Chinois la plupart du temps. C'est pas des comptoirs d'or, pour ceux qui savent pas. En fait, des comptoirs d'or, c'est au Suriname, c'est des commerces, hein, et en fait les gens ils viennent vendre leur or. En fait, voilà une boutique qui achète l'or, donc c'est de l'or qui vient des sites, parce que c'est pas traçable après. Ouais. Ça vient des sites de Guyane, mais ça équivaut au cours actuel de l'or. On est entre 500 millions et 1 milliard d'euros qui sort de façon illégale. C'est énorme le potentiel. Il y a beaucoup de gangs brésiliens. Donc les gangs brésiliens, nous on appelle ça les factions. Ces factions, elles sont nées dans le milieu carcéral au Brésil dans les années 70. Donc c'est vraiment des gangs ultra violents, encore plus violents que ceux qu'on connaît comme la DZ Mafia et tout. C'est en Amérique du Sud là. Donc c'est vraiment les cartels. Et ils viennent en forêt justement pour la plupart du temps ils tuent les patrons des sites et après ils vont exploiter cet or. Parce que tout à l'heure je disais qu'en Guyane par exemple, comparé à la métropole, il y a 15 fois plus d'homicides. Là les gangs ils viennent de l'état de l'Amapá. Au niveau du Brésil, c'est l'état qui est frontalier avec la Guyane, donc avec la France. Et là-bas, le taux d'homicide est 50 fois supérieur. Donc si tu veux, les gens, ils n'ont pas du tout les mêmes cadres légaux que nous, les mêmes notions de valeur, tout ça que nous en fait. Donc nous, notre rôle, c'est de faire respecter les lois françaises sur un territoire d'Amérique du Sud. Donc face à nous, on a des gens qui n'ont pas du tout les mêmes notions que nous. Donc voilà, pour revenir à Sossonel, donc les pirogues, on savait, elles avaient forcé de barrage, donc on savait qu'elles allaient redescendre. Quand elles sont redescendues, en fait, on a fait une embuscade pour les choper. Dans le livre, je raconte, j'avais tiré avec mon fusil de précision
dans le moteur pour les appréhender. Finalement, on les a vus, mais c'était assez chaud. Soit on arrive à les appréhender sur un barrage, là où ils vont ralentir pour passer le barrage, soit on intervient, ce que je raconte aussi dans mon livre, il y a une autre mission, où là on intervient un peu comme un go fast en fait. Tout se passe de nuit, il faut imaginer, sur des cours d'eau qui sont assez étroits, avec des pierres de partout, comme j'ai dit. Comment vous voyez la nuit? Vous avez des lunettes spéciales ou bien? On a des lunettes à friction, des IL, quoi, des UCI. On voit un peu plus, après tu vois pas comme en plein jour, tu vois un peu plus, ça déforme un peu les distances. Et en fait, au loin, quand on voit des pirogues arriver, on met ça, et puis après on part à la chasse. Et une fois qu'on est repéré, par contre on enlève les IL et on met les lumières, parce qu'ils savent qu'on est là, donc voilà. Et comme on intervient, c'est vraiment comme un go fast, c'est-à-dire nous on a une pirogue, nous aussi on a un gros moteur, parce qu'en fait quand on chope une pirogue, le moteur on le saisit et on s'en sert après. En fait, la justice nous le remet à disposition. En fait, tout le matériel qu'on avait, c'est du matériel qu'on a saisi sur des missions, et en fait on s'en sert après, la justice nous le remet à disposition. Et en fait notre pirogue, nous, pirogue gendarmerie, en fait on arrive au contact, donc on fait les sommations avec. Soit on travaille avec une deuxième pirogue où on a des tireurs qui nous appuient, soit on travaille avec un jet ski, on a également des jet skis qui nous appuient. Et en fait, au moment où on arrive, le but c'est d'arriver au contact de la pirogue. Il faut imaginer, c'est à 80 km/h, de nuit, sur des cours d'eau hyper étroits. Le mec, forcément, il va pas se laisser faire. Nous, dans la pirogue, on est 4, le piroguier, le mec devant qui a un appui-feu, et après on a 2 gendarmes, c'est que des gens de mon unité, il n'y a personne d'autre avec qui on travaille pour faire ça. Et en fait, on a 2 mecs de ma pirogue qui vont sauter dans la pirogue adverse pour appréhender le piroguier et les gens qui sont dedans. Donc t'imagines, c'est hyper chaud. Souvent, quand ils voient qu'ils sont pris, en plus, ils foncent dans la berge après, ils se jettent complètement dans la berge. En fait, la pirogue, elle rentre dans la forêt sur 10 mètres, tu vois. Les personnes qui ont sauté sur la pirogue, ils arrivent à survivre quand même malgré le... Ouais, parce qu'en fait, c'est une technique vraiment qui... en fait, le but, c'est vraiment d'arriver au contact, et ça se fait, le piroguier, lui, une fois qu'il arrive au contact, il dit l'ordre de sauter, donc sauter. En fait, les mecs, toi, qui sautent direct, mais effectivement, faut pas trop se poser de questions, parce que ça peut, en une fraction de seconde, le pirogue adverse, en fait, elle met un coup de manche, et hop, elle repart. Donc, nous, le piroguier, il a un rôle déterminant, c'est lui qui donne les ordres, et les mecs qui sont au milieu, ils ont pas le droit de se chier, tu vois. Faut vraiment qu'ils... Mais bon, on le travaille en entraînement, donc voilà. Ici, il se passe quoi s'ils sautent et qu'ils se loupent, par exemple, et qu'ils n'arrivent pas à... Celui qui tombe dans l'eau, genre, est-ce que vous... S'ils arrivent dans l'eau, après, s'ils tombent dans l'eau, on a un gilet pare-balles à flottabilité positive, on appelle ça. Donc ça flotte. Le problème, c'est quand ils tombent, ils peuvent se faire assommer. Au moment où la pirogue, elle peut leur passer avec le moteur, on peut leur passer dessus, donc forcément, ça les coupe en deux. En face, également, comme je te le disais, ils ont beaucoup d'armes. Celui qui est en appui devant, il faut toujours qu'il surveille que les mecs ne sortent pas une arme. Puis après, quand ils sautent dans la pirogue, elle est remplie de marchandises et tout. Donc faut imaginer, c'est pas comme un bateau Taulis. Donc quand t'arrives, le temps qu'ils sautent dans la pirogue, du moment où il y a des fûts, moi ça m'est déjà arrivé, il y a des clandestins qui sont là, mais eux, à la limite, c'est des garines pyros, tu vois, c'est des clandestins, donc ils ont pas grand-chose, ils ont peur, ils ont pas grand-chose à se reprocher. Ce qu'il faut, c'est choper, c'est le piroguier et le patron du site s'il est là. Sur une mission que je raconte également, on a été intervenu, et au moment où je marche dans la pirogue, j'entends un bruit et tout, et en fait, il y avait trois cochons attachés, tu sais, qui allaient servir comme nourriture sur un site, tu vois. En fait, tu trouves tout dans une pirogue. Tu vas aussi bien du carburant, beaucoup de carburant, tu vas trouver des petites fioles de mercure, tu vas trouver beaucoup de riz ou de couac. Donc le couac, c'est de la farine de manioc, des haricots rouges, enfin toute la nourriture brésilienne, des packs de canettes de soda, des bouteilles de whisky, des bouteilles de rhum, enfin tu trouves tout. Tu trouves des enceintes, si leur enceinte est cassée, ils vont se faire livrer une nouvelle enceinte. C'est ça, ouais. Tu trouves tout sur une pirogue. C'est peut-être une question hyper bête, mais pourquoi vous intervenez pas directement du coup sur le site et plutôt dans le fleuve du coup en amont Quand t'interviens sur le site, déjà, faut savoir où il est le site. Déjà, c'est un enjeu de... Exactement, le site, il faut déjà le repérer en amont. Et puis le problème, c'est quand on intervient sur les sites, le temps que nous, souvent, quand on arrive en hélico, ils entendent les hélicoptères, ils ont le temps de cacher les matériels, et après ils en cachent énormément aussi autour. C'est très facile de dissimuler quelque chose en forêt. C'est ça. T'imagines, en forêt, c'est tellement dense. En forêt, quand tu rentres dans la jungle, tu fais 2 mètres dans la forêt, tu te retournes, tu sais pas d'où tu viens. C'est hyper dense. Donc c'est très facile de dissimuler des choses, de cacher quelque chose, quoi. Moi, ça m'est arrivé un jour d'être sur un site, de passer, et en fait, je sentais une odeur d'essence, tu vois. Donc je savais qu'il y avait quelque chose, que l'essence brésilienne, elle a une odeur particulière comparée à la nôtre. Donc après, tu prends l'habitude, avec l'expérience, tu repères des traces. Et en fait, je regarde autour, et en fait, il y avait un quad qui était caché. Donc un quad, c'est gros quand même, tu vois. Il était caché un peu, il était comme de là à la caméra, tu vois. Il était à 2 mètres, 2-3 mètres. Et en fait, il était caché, il était tellement dense que je voyais pas. Il a vraiment fallu s'approcher. Avec l'odeur, j'ai repéré. Et en fait, j'ai enlevé un peu les branches qu'il y avait autour, et j'ai vu le quad. Donc c'est vraiment super facile de dissimuler des choses. Ouais, c'est clair. Il vaut mieux les choper avant que ça arrive, plutôt que... C'était une question stupide, j'en étais sûr, mais c'est intéressant de savoir en vrai les enjeux en fait justement de ce genre de truc. Moi d'ailleurs, quand vous avez dit que vous avez fait une embuscade, je pensais que c'était une embuscade carrément, vous étiez à terre, mais en fait non, vous êtes sur aussi sur un bateau en fait, carrément. Ouais, souvent on est sur un bateau, on attend en fait que le convoi passe, et quand il passe, on part en chasse, quoi, c'est article. Il y a un chapitre qui s'appelle Coup de filet inattendu à Camopi. Est-ce que c'est une autre mission ça du coup, ou bien qu'est-ce que... Ouais, c'est une autre mission. Alors Camopi, les gens connaissent un petit peu, je pense, où c'est vraiment un village, là, c'est côté brésilien. C'est un camp de chercheurs d'or ou bien... Non, Camopi, c'est un village d'Amérindiens.
Donc il y a des écoles et tout. Il y a des gendarmes mobiles également qui sont détachés. Eux, quand ils arrivent, ils passent 3 mois sur place. 3 mois au milieu des Amérindiens, je peux te dire que là, ça te change. Tu reviens avec un autre regard, tu vois. T'es perdu pour la France pendant 3 mois. Parce que tu es au milieu de nulle part. Là, Tamopi, c'est vraiment au milieu de nulle part. Ok. Seulement y aller, c'est en hélico, tu vois. Sinon, il te faut plusieurs heures de pirogue. Et putain, oui, en saison sèche, le moment, tu peux même pas y aller. Ouais. Et en fait, les gendarmes mobiles, on va les former, nous, avec l'unité. Tous les 3 mois, en fait, il y a 2 mecs de mon unité qui partent pour former les gendarmes mobiles sur place à la spécificité de cet endroit, en fait. D'accord. Parce qu'autour, il y a beaucoup de sites illégaux également. Donc moi, un jour, j'étais parti là-bas. Les gendarmes mobiles arrivaient 2 jours après. Donc en fait, avec les potes avec qui j'étais, on avait décidé d'aller faire une petite reconnaissance pour tomber. On avait eu un renseignement parce qu'il y a une brigade. Il y a une brigade sur place également. Ils nous avaient dit qu'ils avaient eu des infos comme quoi il y avait du passage de pirogues. Je m'étais fait déposer très tôt le matin, de nuit, parce qu'il y a beaucoup de sonnettes en forêt. En forêt, il y a des sonnettes de partout. Les mecs, ils ont une radio et dès qu'on passe, ils vont dire OK, il y a les gendarmes ou les militaires qui viennent de passer. Tu peux être sûr que plus haut, sur les sites clandestins plus haut, ils savent qu'on est là et ils vont tout planquer. Ok, donc c'est des gens qui balancent un peu les infos dès qu'ils voient des trucs. Ouais, tout à fait. Donc on s'était infiltré, et puis on avait chopé une pirogue qui était en train de déposer du matériel. Donc mais c'était marrant parce qu'on s'était infiltré. En fait, comme on pouvait pas progresser en forêt, c'était tellement dense. En fait, on avait décidé de se mettre dans le cours d'eau avec notre sac comme flotteur. Okay. En fait, on s'était fait dériver plusieurs heures dans la rivière. Comme on arrive au milieu de l'eau en discrétion, évidemment, on est tombé sur l'endroit où ils étaient en train de décharger avec une pirogue, qui ne s'attendaient pas à nous voir parce que nous on arrive au milieu de l'eau. Donc on les a vus, on est sorti de la rivière forcément et on s'est infiltré dans la jungle. On les a chopés là. Quoi. Quand vous faites ça, vous êtes en communication avec je sais pas, une centrale pour expliquer le lieu ou bien vous y allez direct? Le problème, c'est qu'en forêt, au niveau moyen de communication, c'est très dur. Donc, tu as les téléphones satellitaires. Moi, je te parle de ça, c'était en 2000. Maintenant, ça fait une quinzaine d'années, ça me rajeunit pas. Maintenant, il y a Starlink, les téléphones de Elon Musk. Okay. En fait, maintenant, ils ont ça en forêt, ils ont des antennes. Donc, le moyen de communication, c'est beaucoup plus facile. Okay. Mais à contrario, en face, les Brésiliens, ils ont ça également. Ils ont certainement ça. Ils ont ça, donc du coup, ils communiquent beaucoup plus facilement également, tu vois. Ouais. Avant, nous, on avait seulement la radio, ce qu'on appelle BLU, donc c'est des radios à haute fréquence, où sur chaque site illégal, ils ont une radio. Mais mettons sur les pirogues, par exemple, une fois qu'elle part, entre le moment où elle part et le moment où elle arrive, ils n'ont pas de radio. Alors que maintenant, sur les pirogues, ils ont une antenne Starlink, et les mecs, ils ont des téléphones portables, tu vois. Ils ont Facebook, Instagram en forêt. Ouais. Avant, il n'y avait pas ça, tiens. Putain, c'est dingue. Et donc du coup, vous vous infiltrez, vous voyez cet endroit-là, vous faites quoi? Vous intervenez, vous faites un truc? Ouais, on interpelle. C'était une pirogue où ils étaient 2 simplement. C'était vraiment en train d'être déposé. Sur cette mission-là, ouais. Il y a des missions où ils sont beaucoup plus nombreux. Ouais, les missions, ils étaient 2. Et du coup, on s'est infiltré, on les a chopés. Parce que quand ils nous avaient arrivés, il y en a un qui s'est sauvé directement en forêt, donc on l'a appréhendé. Et le deuxième, en fait, avec son moteur, le piroguier, en fait, il a essayé de faire marche arrière pour se sauver. Parce que nous, on est arrivé du dessus, donc il nous a vus. Donc moi, j'ai sauté sur le piroguier, tu vois, c'est maillotché un petit peu. Et le mec, tu vois, il avait un flingue. Ils sont toujours armés, en fait, quasiment. Ouais. Il a pas eu le temps de tirer. Non, il n'y a pas eu le temps. Et celui qui a fui, vous avez réussi à le rattraper finalement? C'est un jeune celui-ci, après des moments, il part. Le problème, c'est qu'en forêt, si on les chope pas tout de suite, c'est tellement dense que c'est mort, quoi. Tu as une fraction de seconde. Récupérer, sinon. Et si c'est un Garine Perros, nous, les gens, si tu veux, quand on arrive sur les sites, il y a énormément de clandestins. Il y a des sites, il y a 200 clandestins et 200 Garine Perros. En fait, ces gens, ils ont pas le droit d'être là, ils travaillent, ils extraient l'or de façon illégale, mais on peut pas les ramener à Cayenne. Les seules choses qu'on leur reproche, c'est d'être des étrangers à de situation irrégulière, tu vois, c'est des clandestins. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Nous, ce qui nous intéresse à prendre, c'est tout ce qui est les patrons des sites, c'est les piroguiers également, parce que eux, c'est de l'aide au séjour irrégulier. Et après, tout ce qui est proxénétisme, et si jamais on tombe sur des chefs de gang, des chefs de faction également, c'est pareil. Nous, c'était vraiment des missions spécifiques à nous, à mon unité, où notre but, c'était vraiment d'apprendre ces gens. Quand on travaillait avec les militaires, là, le but, c'est de détruire les sites. Okay. Et quand on arrive, en fait, on détruit, on va tout détruire, parce qu'en fait, on est censé saisir le matériel pour le mettre à disposition de la justice. Le problème, c'est quand on arrive en forêt, tu peux pas saisir et ramener. Enfin, des moments, tu as des moteurs qui font plusieurs centaines de kilos, tu as des carbettes, t'as tout ça. Nous, on arrive en hélico. En hélico, tu peux pas transporter ça, c'est pas possible. Ouais. Donc en fait, on est autorisé à tout détruire sur place pour faire cesser l'infraction. Et après, les gens, les Brésiliens, ils repartent comme ils sont venus. Mais comme souvent, ils ont planqué du matos autour, ils reconstruisent le site et tu reviens 2 semaines après, c'est reconstruit. Évidemment. Mais bon, c'est un truc sans fin, mais il faut le faire. C'est quoi un peu, je me demandais, c'est quoi un peu le profil type d'un chef d'un patron de terrain, par exemple, ou de site? T'en as, c'est des anciens Brésiliens et tout, qui connaissent très bien parce qu'ils vivent plusieurs mois en forêt. Ouais. Mais le problème, c'est que nous, ceux qui nous intéressaient, c'était les gens des factions. Là, les gens des factions, par contre, c'est des gens extrêmement jeunes. Ah ouais? Très jeunes, ouais. Ils ont une espérance de vie limitée, si tu veux, dans leur gang. Donc, c'est 20 à 30 ans maximum, quoi. Ok. Donc, et eux, ils sont ultra violents. Et puis, ils ont pas du tout les mêmes rapports à la vie que nous. Ils savent que leur espérance de vie, donc voilà, ils sont ultra violents, tu vois. Et entre eux, nous, ça nous arrivait régulièrement de trouver des cadavres en forêt. Parce qu'il y a des règlements de compte. Donc, on sait pas comment ils sont morts. On trouvait sur des sites, on trouvait des croix également. Donc, il y avait quelqu'un, on sait pas s'il est mort du palu, s'il est mort d'un accident, s'il est mort ou s'il a pris une balle, tu vois. Donc, c'est une enquête, c'est les enquêteurs avec un médecin légiste qui reviennent pour faire l'enquête. Mais nous, quand on voit ça, si tu vois,
On sait pas en fait. Et quand tu vois un cadavre, tu arrives à le repérer. Moi, je raconte dans mon livre, une mission, on avait trouvé 2 cadavres. On avait accompagné le médecin légiste et l'enquêteur sur place. Et en fait, ils avaient déterminé que, en fait, le mec, il est mort. C'était des coups de fusil qu'ils avaient pris. Ok. Le mec est mort sur le coup, tu vois. Et la femme, en fait, ils ont vu qu'elle s'était fait tirer. Pareil, elle avait pris une balle dans la tête. Elle avait un morceau de mâchoire qui est arraché. C'est un peu glauque, je suis désolé. Non. Et en fait, elle avait réussi à ramper jusqu'à et décéder à côté de son mec. Enfin, son mec, on suppose que c'est son mec. Les médecins légistes, ils ont prélevé un morceau d'os, qu'on puisse les identifier, et on les a enterrés sur place, quoi. On a fait un trou, on les a enterrés sur place, quoi. C'est vrai, puisque vous pouvez ramener finalement les corps. Tu peux pas, puis il n'y a pas de famille, souvent, il n'y a rien, quoi. Donc voilà, on a les coordonnées GPS et tout, éventuellement, c'est tout. Vous arrivez à identifier quand même qui est la personne ou pas forcément, ou parfois. Le problème, c'est que souvent, c'est des Brésiliens, donc il faut qu'ils soient connus, tu vois. Après, ça, je t'avouerai que c'est pas mon taf, c'était Oui, enquêteur, quoi. évidemment, mais je demandais comme ça au cas où. Ouais. Mais je reviens juste sur cette histoire de patron type, je trouve ça hyper intéressant. Mais du coup, si c'est des jeunes, comment ça se fait qu'ils sont si rapidement au pouvoir, entre guillemets, en gestion d'un. Les factions, c'est de la mafia, hein. C'est très, très structuré. Ils ont vraiment les chefs de gang, tout ça. Donc après, comment ça fonctionne, je sais pas entre eux comment ça marche, hein. Ouais, bien sûr. Mais après, il y a différentes branches. Il y a la branche logistique, donc ceux qui fournissent le matériel, la drogue, tout ça. T'as ceux qui sont chargés de s'occuper des règlements de compte, hein, le bras armé. T'en as même dans les factions, t'as même des gens maintenant qui payent simplement pour faire partie de cette faction. Ils n'ont pas un rôle précis, mais en fait, ils payent. Je connais pas le billet d'entrée, mais c'est très cher, tu vois. Ouais. Et justement, pour pouvoir faire partie de cette faction et avoir une sorte de protection. C'est ça, ouais, c'est quoi la protection que. Putain, c'est dingue. Ouais, c'est un peu. C'est un système hyper mafieux. Et forcément, quand tu vois la manne financière de l'or en Guyane, voilà, c'est un peu le problème. Donc nous, notre rôle, voilà, encore une fois, c'était vraiment d'appréhender ces gens, quoi. À un moment donné, dans le chapitre, tu parles d'un assaut nocturne dans l'enfer vert. Ouais, alors ça, c'était une mission que j'avais montée. En plus, c'était pas, j'avais un rance, mais moi, j'avais vraiment monté de A à Z cette mission. Ok. Quand tu dis que t'as monté, c'est-à-dire. C'est moi qui l'ai initié, en fait. Ok. C'est moi qui l'ai initié, qui ai préparé tout. Je savais pas exactement. Je savais que dans le coin, dans une zone, si tu veux, une zone géographique de la Guyane, près d'un cours d'eau qu'on appelle l'Abunami, je savais qu'il y avait des sites illégaux, mais je savais pas précisément où ils étaient, tu vois. Okay. Donc j'avais repéré par rapport aux vues satellites une zone qui était déforestée où en hélico on pouvait poser en sécurité. Mais encore une fois, quand tu arrives, tu as la vue satellite, tu sais pas exactement la végétation comment elle est. Donc l'hélico, est-ce qu'il peut poser, est-ce qu'il peut pas poser. Donc on est arrivé près de la zone posée, donc l'hélico me pose et il était censé repartir chercher 4 autres mecs de mon unité qui eux étaient arrivés en avion à Maripasoula. Donc ils faisaient un aller-retour, l'hélico ça a 1 heure à peu près. Okay. Parce qu'en hélico on pouvait pas monter à 8, donc les autres étaient arrivés en avion à Maripasoula et l'hélico allait les chercher si tu veux pour que ça aille plus rapide. Et en fait donc ils nous posent nous en milieu d'après-midi à peu près les 4, donc ils nous posent, hop on se fait oublier tu vois parce qu'on sait jamais ce qu'il y a autour. Ouais, c'est ça. Des Garines Perros, il y en a partout, c'est ça le problème. Au milieu de la forêt il y en a partout tu vois. Et eux ils te voient, toi tu les vois pas. Et l'hélico va chercher les autres et est censé nous les ramener. Le problème c'est quand il est reparti à Maripasoula, il est pris dans un orage de fou. Parce qu'en Guyane le problème c'est que le climat il change très très vite. Donc en fait il peut pas redécoller de Maripasoula. C'était un vendredi soir ça. Donc il décide de passer la nuit là-bas et de venir nous les redéposer le samedi matin. C'est ça. Donc nous la première nuit on est 4, donc fin d'après-midi, la nuit tombe assez vite en forêt, à 17h30, 18h il fait nuit. Donc une fois qu'il fait nuit, tu vois, on commence à progresser pour aller se mettre à un endroit en sécurité au milieu de la forêt et puis regarder si on trouve des trucs. Et en fait, on voit passer un quad. Donc on regarde, on observe et donc on voit qu'il y a une piste. Et en fait, une demi-heure, 30 minutes, 1 heure après, le quad il repasse dans l'autre sens, tu vois. Ouais. Il repasse dans l'autre sens, ok. Putain, je fais cool. Et on entend le quad un petit peu plus loin, ça, parce que la forêt, il y a du bruit, mais si tu veux, tout résonne. Donc on entend le quad qui s'arrête. Donc on se dit putain, c'est bon, il y a des trucs pas loin. Donc on s'infiltre. Il y a 4 au milieu de la nuit, donc on s'infiltre, on a les IL, on repère. Vous attendez pas finalement l'autre partie du groupe on va juste faire une roco là. Ok, ça marche, on fait une roco pour voir justement ce qu'il y a. Et donc on repère une sonnette, justement, où un mec avec une radio près du feu, donc on le contourne pour pas se faire repérer. Et on arrive, on repère le site, donc on voit qu'il y a plusieurs carbets, plusieurs Brésiliens, plusieurs quads, donc on voit qu'il y a un village. Donc on fait ça dure plusieurs heures, hein. On retourne se planquer, où on avait laissé les sacs, 3-4 heures du matin, et on attend le lendemain matin que les autres arrivent. Donc là, pareil, moi je vais les rechercher, ils reviennent, toute la journée on se fait oublier. Je décide d'investir les lieux qu'on avait repérés le soir, donc pour 20h, 21h à peu près, pour appréhender tout le monde. Donc on a un groupe qui s'occupe de la sonnette, tu vois, qui vont interpeller la sonnette pour pas qu'ils donnent l'alerte. Donc c'est les gens qui auraient pu donner l'alerte. Ouais, tout à fait, ouais. Et après nous on décide, je divise le groupe en 2, parce que le village était assez grand. Et en fait le problème c'est que quand on intervient, en fait, c'était un samedi soir, et en fait on est tombé justement sur un corotel, ce que j'expliquais à l'endroit où ils font la fête et tout. Donc on était 4 d'un côté, 4 de l'autre, tu vois, on était 8. Et en fait face à nous on avait à un moment, c'était plus de 200, tu vois. Donc on s'est dit bon, on peut pas les appréhender à ce moment-là parce qu'on les voyait, il y a beaucoup de prostituées, beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool. Au niveau sécurité, c'était pas possible. Donc on décide de laisser passer la nuit, donc on les observe toute la nuit et on observe un peu les gens qui nous intéressent, tu vois. Donc les patrons du site, on regarde à peu près qui c'est. Comment les proxénètes par exemple. Parce que tu vois les gens, par exemple, quand les gens ils viennent au bar acheter des bières ou tout ça, tu vois les échanges en or, tu vois qui est-ce qui récupère l'or en fait. Donc tu sais que c'est lui là. Ok, ouais. C'est que les trucs comme ça, le proxénète pareil, parce que les filles elles sont dans des petits box, c'est vraiment des bacs.
bâche, hein, simplement, avec un matelas posé sur des planches de bois. Et ça fait 2 mètres de profondeur sur 1,50 m de large, avec un tuyau d'arrosage avec de l'eau de la rivière derrière pour se laver entre chaque passe, tu vois. Enfin, c'est hyper sommaire, hein, je veux dire. C'est pas du grand luxe. Les Garin Perros, avant d'aller voir la fille, il passe voir un mec, il file un peu dehors et tout, tu vois. Donc on repère tout ça, tu vois. On a l'habitude, on repère, et on sait que c'est eux qu'il faut apprendre, tu vois. Le Garin Perros, limite, on s'en fout, tu vois. Non. Donc du coup, on tape, on donne l'assaut au petit matin et on appréhende. Tout est marqué dans mon livre, donc. C'est hyper intéressant, en vrai, on insiste infiniment. Comment tu fais pour localiser une plante comme ça invisible dans la jungle? Les zones de travail, il y a régulièrement des recos aériennes, des vols en hélico qui survolent. Donc soit c'est fait par les militaires, la gendarmerie ou l'ONF, l'Office national des forêts. Ils survolent la zone et repèrent des sites qui ne sont pas répertoriés. Donc là, après, suivant l'ampleur du site, il y a des missions qui sont programmées pour intervenir. Et l'autre moyen également de repérer un site, parce qu'à des moments, on fait des missions, on nous réquisitionne pour intervenir. Donc on a une zone, c'est la moitié de la Guyane. Donc on survole, et on survole des zones, donc on a des sites repérés, et on survole pour voir si on tombe pas sur un site qui est pas sur zone. Une méthode aussi assez efficace, c'est comme ils vont extraire l'or, en fait, ils se servent de pompes pour aspirer de l'eau, rejeter ça à des endroits, en fait, ça va faire des placers, on appelle ça, c'est vraiment des champs de boue. Et après, ils aspirent cette boue pour la filtrer, ils la filent sur des tables de levée, on appelle ça, donc ça fait comme des tamis. Et en fait, comme l'or est plus lourd, la boue va s'écouler et l'or va être pris au fond. Et au fond, ils mettent des moquettes, d'accord? L'or, après, il est coincé dans ces moquettes et toutes les semaines ou tous les 3 jours, suivant le site, s'il y a beaucoup d'or, en fait, ils vont nettoyer ces moquettes pour extraire l'or. Et c'est là qu'ils utilisent le mercure, justement, parce que le mercure, ça va avoir la faculté ça va faire comme un aimant. Les différents métaux vont venir s'agglomérer avec le mercure, d'accord? Ça fait un gros bloc. Et après, ils font chauffer ce mélange à 700 degrés. Tous les métaux lourds vont s'envoler, on va garder que l'or, d'accord? Mais forcément, toutes ces boues là, quand ils vont les filtrer et tout, après, elles vont être redéversées dans la rivière qui passe, dans le cours d'eau qu'ils ont aspiré. Et en fait, forcément, ça va s'écouler dans le cours d'eau jusqu'à arriver, si c'est une petite rivière, sur une rivière plus grande ou sur un fleuve. Ces boues, en fait, ça va colorer la rivière. Nous, on appelle ça la couleur Ricard. Ça fait jaune sombre. Et quand on survole, en fait, on voit clairement l'affluence. Tu veux, par exemple, tu survoles un fleuve, donc n'importe lequel, hein, et puis d'un coup, tu as une petite rivière qui arrive ou une petite crique. Quand elle se jette dans le fleuve, c'est pas du tout la même couleur. Tu remontes le cours d'eau jusqu'à arriver sur le site. Donc, il y a différentes méthodes. Après, par contre, les zones vives, l'endroit où ils vivent, là, comme ils sont vraiment planqués sous la forêt, sous la canopée, là, par contre, c'est très très dur de les voir. On les découvre seulement au dernier moment quand on arrive, ou alors sur des missions d'infiltration, comme je raconte dans mon livre, c'est l'assaut nocturne, où là, en fait, on l'a découvert par hasard, entre guillemets, tu vois. Ils pensaient pas qu'on était là, parce que j'avais mis une technique, encore une fois, que je raconte dans mon livre, vraiment spécifique pour pas qu'ils sachent qu'on soit là. C'est pour ça qu'on s'infiltre. Et donc, du coup, on a pu les surprendre vraiment en pleine action, parce qu'ils auraient su qu'on était là. Je veux dire, ils auraient pas fait la fête, il y aurait eu personne, on aurait jamais décelé. Ils se seraient planqués sans un bruit, sans rien, le quad, il serait jamais sorti. Ça vous est déjà arrivé de réussir à, je sais pas, peut-être de capturer des gens, ensuite vous les ramenez ensuite pour les interroger, comment ça se passe? Ouais, bien sûr. Ça... Quand on tombe sur les Garin Perros, si tu veux, ce que je disais, c'est des clandestins, ils n'ont pas le droit d'être là. Donc, normalement, le cadre légal voudrait qu'on les extrait et qu'on les ramène au centre de rétention administrative, le CRA, qui est situé à Cayenne. Le problème, c'est quand tu tombes sur des sites, de moment ils sont 100, 200 ou même 20, il faut les extraire en hélico, comme nous on est nus, si tu veux. C'est pas possible, sinon autrement les extraire. Un hélico, donc souvent les sites, ils sont 1 heure, 1 heure et demie d'hélico. Donc aller-retour, ça fait 3 heures. Le prix de l'hélico, suivant les hélicos, c'est entre 5 et 10 000 € de l'heure. Okay. Tu imagines le coût financier que ça serait juste pour extraire des clandestins? C'est impossible. Donc on les laisse sur place. Par contre, quand on tombe sur des chefs de site, des proxénètes, des piroguiers, des gens qui ont des choses à se reprocher, qui nous intéressent nous au niveau les enquêteurs, là par contre, effectivement, on les ramène avec nous et là ils sont pris en compte par les enquêteurs sur Cayenne, sur Kourou, peu importe. Ils sont comment? Ils font quoi quand on les interpelle? Est-ce qu'ils essaient de fuir? Est-ce qu'ils se rendent direct? Ils se rendent jamais, le mec. Ils se rendent jamais. À chaque fois, ça part en sucette. Non, là par contre, c'est pas. Moi, j'ai jamais vu personne au milieu de la forêt lui dire tu lui fais l'injonction et il lève les mains et il s'arrête. C'est impossible. Il cherche toujours à se barrer. Soit il est en quad, soit il est en pirogue. Il se laisse jamais faire. Les mecs, ça part toujours à la maillotche. Hein. Ça t'est déjà arrivé avant peut-être qu'on parle de cette dernière mission que ça tourne mal. Je sais pas, pour peut-être un dégât de ton équipe. Moi, quand je suis arrivé en 2008 ou en 2009, on avait eu pareil sur une interception de pirogue. En fait, c'était des mecs de mon unité. Ils étaient en plein jour. Putain, c'est très rare que ce soit en plein jour, mais en fait, c'était vraiment sur l'Oyapock, proche de la mer en plus, donc vraiment côté brésilien et près de l'océan. Et en fait, ils avaient repéré 2 pirogues. Le fleuve, faut s'imaginer, c'est ce qu'on appelle la Proie. Il s'appelle la Proie, ce fleuve, et il est juste avant l'autre fleuve de l'Oyapock. Donc en fait, il est un petit peu au milieu de la Guyane, tu vois. Okay. Et ils se jettent dans l'océan. Et les Brésiliens, ils remontent, en fait, ils partent du Brésil, ils descendent le fleuve l'Oyapock, ils passent par l'océan, et après, ils remontent par ce fleuve, la Proie, pour alimenter les sites plus haut en Guyane, d'accord? Parce que vous voyez le chemin. Ouais. Ce fleuve, la Proie, au niveau de son embouchure, quand ils se jettent dans l'océan, ça fait à peu près, je crois que c'est 7 ou 9 km de large. Je sais pas si ça donne une idée au niveau de la grandeur des fleuves en Guyane, tu vois. L'embouchure, il y a 9 km de large, donc c'est immense. Et donc, en fait, les mecs en pleine journée, les mecs de mon unité, ils étaient en pirogue, avec un jet. En fait, ils repèrent 2 pirogues
au loin. Donc ils vont pour les contrôler. À ce moment-là, ils savent pas si c'est des clandestins, si c'est des pêcheurs, ce que c'est. Et en fait, au moment où ils arrivent, les mecs ils se barrent forcément, donc ils partent en chasse et ils arrivent à intercepter une pirogue. Donc ils font, comme je t'ai dit, la technique. Ils arrivent à côté, 2 mecs sautent dedans, ils interpellent. Et en fait, l'autre pirogue brésilienne, en fait, quand elle a vu ça, elle a fait demi-tour et elle est montée sur la pirogue où il y avait les 2 gendarmes dedans, la pirogue qui venait d'intercepter. Et en fait, elle s'est éperonnée dessus. Et en fait, il y a eu plusieurs échanges de coups de feu. La chance qu'ils ont eue, c'est que les armes des Brésiliens se sont enrayées. Et en fait, il y a un collègue, forcément, ils ont été obligés de riposter en légitime défense. Il y a un des piroguiers brésiliens qui est décédé. Donc après, il a fallu les ramener à Regina. Donc il faut imaginer, tous les gens qui les étaient interpellés, ils avaient le cadavre au fond de la pirogue. Et après, ils ont ramené ça au niveau de la brigade, un endroit sûr. Il y avait 2 heures de pirogue encore. Il faut réussir à, tu vois, t'imagines, les gens, même s'ils sont menottés, tout ça, c'est tendu, quoi, tu vois. Donc, tu vois, il y a beaucoup de situations tendues du fait de l'isolement, en fait. Quand t'es quelque part, t'es isolé, donc t'es souvent privé de moyens de communication aussi, parce que le téléphone satellitaire, à cette époque-là, il passait pas forcément partout. Donc t'es coupé du monde. Par exemple, quand on est posé en hélico, l'hélico nous pose, et après il repart faire le plein. Ou alors, comme tout à l'heure, par exemple, il m'a posé, et après il devait revenir chercher des mecs, mais en fait il a pas pu à cause du temps, la pluie. Donc l'hélico est prévenu que tu récupérais, le soir à 18h, et puis finalement avec la pluie, il va te récupérer 2 jours après, parce que l'hélico peut pas redécoller. Ouais. Donc t'es très très vite isolé, en fait. C'est ça le gros danger, c'est l'isolement. C'est pour ça qu'on est formé en vraiment une grosse rusticité en Guyane, formé à ça, et on fait des stages avec les jeunes aires de survie également pour être autonome et tout, parce que tu peux très vite te retrouver seul, en fait. Ouais, c'est ça. Peut-être une question un peu bête, mais comment vous faites pour rattraper une pirogue? Vous avez des meilleurs moteurs qu'eux, ou alors en fait ils vont... Comment vous arrivez on a les moteurs, comme je te disais, qu'on saisit, en fait, donc c'est leur moteur, donc on se sert voilà, donc on sait pourquoi on fait ça, parce que déjà ça coûte moins cher à la France. Bien sûr. Et puis c'est du matériel qu'ils utilisent, donc on sait qu'il est fiable. On achèterait d'autres moteurs, ce serait pas forcément fiable, parce que le matériel en Guyane, il s'use très vite que par rapport aux conditions climatiques, à l'humidité, à la chaleur et tout, donc il faut du matériel qui ait fait ses preuves en forêt, et les Brésiliens, s'ils l'utilisent, ça veut dire que c'est du matériel qui est fiable pour ces conditions. Mais du coup, comment vous arrivez à les intercepter si... C'est avec des pirogues, soit on a nos jets, donc c'était des jets, je sais plus la marque, mais bon, c'était des trucs qui avaient 200 ou 240 chevaux, donc ça forçait fort. Et nos moteurs pirogues, c'est pareil, c'est des moteurs, donc ça va de 75 à 200, 225 chevaux en fait, qui sont sur les pirogues. Et c'est des trucs bricolés, parce qu'un moteur de 200, 225 chevaux, normalement c'est sur un bateau avec un volant, tu vois. Ouais. Là, les Brésiliens, ils soudent un manche, en fait c'est à la barre franche comme ça, tu vois. Ouais. Donc t'es assis, t'as un moteur de 200, 225 chevaux, je peux dire que ça pousse fort, quoi. Ouais. Ça pousse vraiment fort, quoi. Parce que les pirogues sont pas très lourdes. Si t'es à vide, la pirogue elle fait 500-600 kilos, tu vois. Si c'est de l'alu. Si c'est du bois, c'est plus lourd. Donc c'est pour ça souvent, quand t'es à vide avec une pirogue à alu, ce que je disais tout à l'heure, ça qui force les barrages, l'avant de la pirogue qu'on appelle la banane, c'est à 3 mètres au-dessus de l'eau. T'as quasiment que le moteur qui touche l'eau. Ça va piroguer, c'est pour ça c'est pareil, on est les seuls à piroguer, parce que les gens immobiles, eux, ils ont pas le droit d'utiliser des moteurs comme ça, ils sont limités à 40 chevaux. Et les militaires, eux, ils piroguent pas eux-mêmes leurs pirogues, ils prennent des civils. Okay. Des civils, des locaux en fait, qui sont employés par l'armée pour les piroguer. Nous déjà on peut pas exploser un civil, sur les interceptions de pirogues comme ça, on peut pas se permettre d'exploser un civil. Évidemment, ouais. Et puis en plus que c'est des locaux, souvent on sait jamais ils filent des rances et tout, c'est sûr. Donc nous on travaillait pas avec eux. Ça t'est déjà arrivé souvent d'avoir, là t'as parlé par exemple d'un décès, il y en a qui est décédé. Est-ce que ça arrive souvent, ce genre de cas-là, ou pas forcément, ou en général On a, nous comme je disais, on a souvent du usage des armes, mais comme encore une fois, nous si tu veux, à la différence des militaires qui travaillent en opération extérieure, eux, face à eux, ils ont des ennemis. Les ennemis, ils doivent les détruire. Nous, face à nous, on a des adversaires. Et les adversaires, on doit les soumettre, simplement. Donc, chaque fois qu'on a usage des armes, on essaye sauf vraiment légitime défense, où le mec, on n'a pas d'autre choix, mais on utilise beaucoup de moyens de force intermédiaire. Donc, on a, par exemple, en métropole, je connais le 40 mm. Alors, le 40 mm, ça a marché sur les gilets jaunes. Sur les Garines Perros, ça ne marche pas du tout. Ils s'en foutent. Au contraire, ça leur fait une marque et ils en sont fiers, tu vois. Okay. Mais on a beaucoup de gomme-cogne, beaucoup de grenades spécifiques également pour les... comment te dire, ça les mène dans un état un petit peu de chaos. Okay. Et nous, ça nous permet d'avoir ce petit laps de temps de 1 ou 2 secondes pour les apprendre. Pour l'interpeller. Ok, ça marche. Voilà. Donc c'est pas forcément des trucs pour les assommer ou pour les mettre... Ouais, tout à fait, parce que nous, le but, c'est de les appréhender en sécurité pour eux et pour nous, et c'est pas de les tuer, tu vois, je veux dire, c'est arrivé qu'il y ait l'usage des armes, on n'a pas d'autre choix, tu vois, forcément, hein, quand t'as un mec qui te tire dessus, t'as pas d'autre choix que pour ta sécurité ou la sécurité des gens qui sont autour de toi, ça peut être d'autres Garines Perros, t'as pas d'autre choix que de riposter également. Du coup, c'est hyper risqué, parce que finalement, vous essayez de pas forcément leur faire du mal, mais eux, s'ils peuvent, ils vous tirent dessus quand même, non? C'est pour ça, que si on tombe vraiment sur les chefs de gang, effectivement, les gens, ils vont pas se laisser appréhender, parce que là, par exemple, sur le coq, je te disais, en fait,
c'est parce que dans la pirogue qui venait d'apprendre, il y avait 5 kilos d'or après. Et en plus, ils n'ont jamais été retrouvés parce qu'au moment de l'interpellation, ils ont balancé le sac à l'eau. Donc, comme à cet endroit-là, comme c'est près de l'embouchure, c'est pas forcément profond, mais il y a plusieurs mètres de vase. Ça va faire 20 ans bientôt, et les 5 kilos d'or, ils sont encore au fond. Hein. Il y a plein de temps après cette vidéo, ils vont aller Voilà, chercher sous. faut réussir à le coller. Ça t'est déjà arrivé de travailler avec la Légion étrangère? Il me semble qu'il y a une partie qui parle de ça dans le livre. Ouais, dans le livre, c'est une mission avec les légionnaires. Les gens, ils pensent que les missions en forêt, c'est beaucoup les militaires et les légionnaires. Donc c'est aussi pour ça que j'ai écrit le livre, justement pour leur montrer que nous, gendarmes, on fait beaucoup de missions en gendarmerie, plus que les militaires et que les légionnaires. On travaille avec eux, mais eux, ils n'ont pas le droit de travailler sans nous. Il faut forcément un gendarme parce que c'est une mission de police judiciaire, alors que nous, gendarmes, on peut travailler sans les militaires. C'est la petite nuance, tu vois. Et les légionnaires, en fait, eux, ils sont très très forts en tout ce qui est survie, léonnage et tout. On fait d'ailleurs le stage, nous, quand on arrive sur place, on fait le CEFEU. C'est le stage pour l'armée française le plus dur au niveau rusticité, au niveau conditions. Il est fait par les légionnaires en Guyane. C'est le stage d'entraînement en forêt équatoriale. C'est vraiment un stage d'aguerrissement où tu passes plusieurs jours en forêt, ils te posent au milieu de nulle part et tu dois te démerder pour trouver à bouffer et à boire. Tu vois. En gros, schématiquement, c'est ça. Donc en gros, t'as rien. C'est vraiment de la survie, tu vois. Donc t'as des techniques et tout, et t'apprends ça pour être autonome en forêt, entre guillemets. Donc on fait ce stage et après, effectivement, on travaille avec des légionnaires. Et sur une mission, ouais, je raconte ça parce que c'était une mission où on avait fait une interpellation de Garim Perros de nuit. On était 3 de mon unité. Alain, d'ailleurs, que je rends hommage parce que après il est rentré en métropole et en 2016, il est décédé à l'antenne GIGN de Guyane. Il est décédé sur un forcené, tu vois. C'est pour ça aussi j'en ai parlé sur forcené, c'est un mec qui est retranché chez lui. Ok. Il a fait usage de l'arme et il a tué mon pote, il a pris une balle là et il est décédé. Et donc je pense que dans le livre, j'y rends hommage également. Et sur cette mission, donc j'étais avec lui et un autre. Et en fait, avec les légionnaires, ils nous accompagnaient. Et en fait, on a appréhendé sur le site. C'était une zone vie où il y avait plusieurs carbecs qui se suivaient. Donc c'était de nuit. Et en fait, on a appréhendé les mecs, les Garin Perros, dans leur hamac. Ils étaient en train de dormir un par un, c'est comme ça. Donc au fur et à mesure, on a appréhendé tout le monde. Sans que les autres se réveillent, vous Ouais, à chaque fois, on a réussi. Sur que les mecs, donc on les voyait. Nous, on avait les IL. Mais il pleuvait. Donc en fait, ça cachait le bruit. C'était bien. Et on faisait vraiment toute discrétion. Et chaque fois qu'on appréhendait, on voyait dans leur hamac, parce qu'ils dorment dans les hamacs, ils n'ont pas de lit en forêt. En fait, c'était la nuit, ils ne voyaient pas, donc ils entendaient peut-être un peu de bruit ou ils sentaient une présence. En fait, donc on arrivait la main sur la bouche et tout, on a fait tous les carbecs comme ça pour appréhender tout le monde. Et on est sur le site, c'était un site qui était énormément de matériel et tout. On a fait un bon bilan, quoi. Vous êtes combien quand vous êtes comme ça en intervention pour Bah là, de mon unité, on était que 3 sur cette mission parce qu'on était avec des légionnaires. Et les légionnaires, eux, un groupe de combat, c'est pareil, c'est 12-15 bonhommes, quoi. Ok, ouais. Putain, vous en arrêtez combien comme ça à 15 en tout ou à 18? Ah bah là, on était à la fin, je sais plus, on a interpellé au moins 30 ou 40 Brésiliens, quoi. Comment? Et après, justement, eux, ils ont été évacués après, justement. Ils ont évacué sur Cayenne, donc il a fallu faire des allers-retours en hélico. Ouais. C'était un bordel, quoi. Comment vous arrivez à maîtriser comme ça 30-40 personnes Bah, tu les appréhendes et tu remets les sarflex. Et justement, sur cette mission, ce que je raconte dans le livre, c'est que chaque fois, on appréhendait, donc on faisait une colonne, donc les légionnaires étaient derrière, parce qu'ils n'avaient pas d'IL, ils voyaient pas l'avenir. Et donc ils nous suivaient vraiment comme ça. Ils n'avaient pas prévu ça pour la mission. Hein. Et donc nous, avec les IA, avec mon pote, on appréhendait tous les mecs, on les laissait, les légionnaires, à chaque fois, je laissais 1 ou 2 légionnaires pour les garder. Au fur et à mesure qu'on avançait, bah, il y avait de moins en moins de monde, en fait, parce qu'à chaque fois, ils étaient à la garde, tu sais. Ouais. Donc du coup, on est arrivé sur les derniers carbecs, on était tous les deux avec mon pote pour apprendre les derniers Brésiliens, tu vois. Parce qu'en fait, sur ce village, on est tombé dessus par hasard la nuit. Donc on avait fait une roco avant pour repérer comment c'était. Et bah, c'est moi qui ai monté la manip, tu vois. Mais effectivement, on savait pas le nombre de personnes qui étaient à l'intérieur. Aussi bien, il y aurait pu y avoir 3 Brésiliens que 200, tu vois. Donc au fur et à mesure t'en laisses, c'est pas évident. Et ils risquent quoi les gars comme ça pendant les 30 gars que vous avez arrêtés? Est-ce qu'ils risquent Bah, là, ils ont été extraits sur Cayenne au centre de rétention après. Donc après, s'ils sont auditionnés, s'ils sont pas connus, et au niveau de l'enquête, c'est des étrangers en situation régulière, donc ils sont reconduits et ils sont réexpulsés au Brésil. Ouais, c'est ça. Et après, si jamais par contre ils sont connus pour d'autres faits, et là ils sont entendus par les enquêteurs. Ça après c'est le boulot des enquêteurs, quoi. Il n'y en a pas un qui essaie de courir par exemple dans la forêt ou quoi? Ouais, c'est tout le temps. Ouais, tout le temps. Ah ouais? Ah bah bien sûr, quand t'arrives, ils essaient. Mais là, comme ils apprenaient leur hamac, ils sont pas. C'est-à-dire que sur les derniers hamacs, en fait, comme on était tous les deux, au moment où je suis arrivé, là, il y a une femme qui s'est mise à hurler, tu vois. Elle a crié, donc moi j'ai mis la main sur la bouche et puis j'étais prêt à l'assommer. Et puis en fait, dans les ailes, j'ai vu que j'étais une vieille. Ouais, j'ai un peu d'humanité quand même. Ouais. Donc voilà, j'ai dit chut, policière, tu vois. Avec le carbet en face, du coup, qui était à 5 mètres. Hein. Ouais. Ils ont entendu du bruit, en fait, ils ont vu les gendarmes, ils se sont barrés. Donc il y en a 1 ou 2 qui a réussi à courir, à partir, et sinon on a appréhendé quasiment tout le monde. Il y en a que 1 ou 2 qui avaient réussi à se barrer, mais bon, après, c'était pas dramatique. Quand vous arrêtez un site comme ça, vous découvrez quoi sur place? Après, il y a des... Alors sur place, après, ce que je disais, t'as tous les carbets là où ils vivent, donc des hamacs, et après t'as tout le matériel, et en plus il y avait des caches où ils cachaient le matériel. C'est vraiment creusé dans le sol, donc c'est des câbles en fait qui creusent à la pelle à la pioche, ça fait 4-5 mètres carrés, où là ils vont mettre plein de matériel, et en fait si jamais ils savent qu'on est là, en fait ils recouvrent ça avec des planches. Il y a des arbres morts qui sont là, qu'ils n'ont plus qu'à tirer, et en fait tu passes à côté, c'est indétectable. Ouais. C'est indétectable. Et là, forcément, comme ils savaient pas qu'on était là, les caches étaient ouvertes, donc on a tout
tout trouvé. Et là, ils avaient du matériel de fou. C'est aussi bien du matériel qui sert à extraire l'or, donc des moteurs, beaucoup de carburant, beaucoup de tuyaux, tout le matériel qui sert pour extraire l'or. Et également, tout le matériel qui est nécessaire pour vivre. Donc ça va aussi bien du riz, en passant par les bières, par le coca, par le whisky, que par le dentifrice, le savon, enfin tout. En fait, faut imaginer, en fait, ils vivent sur place. Donc tout ce que nous on a, eux, en fait, c'est pareil. Il y a des supermarchés là-bas. Et après, on chope également du mercure. Et le mercure, la particularité du mercure, la première fois que t'en chopes, et le mercure, c'est gris. Hein. Vous connaissez tout le monde connaît le mercure. Pour le transporter ou pour le stocker, ils le mettent dans des bouteilles, des petites bouteilles de 50 centilitres de coca, tu vois. Donc souvent, elle est à moitié. Donc tu vois, une bouteille de 50 centilitres de coca, quand elle est à moitié, tu vas la prendre, tu la soulèves comme ça, tu vois. Ouais. Le mercure, il y a une telle densité que quand tu prends, tu fais comme ça. C'est une densité de 13, je crois. Donc en fait, une bouteille de 50 centilitres de coca, si c'est rempli de mercure, ça fait 7 kilos à peu près. 6-7 kilos. Donc la première fois, tu vois une bouteille de ça, tu chopes ça. Putain, c'est ça. Quoi, ce bordel, il est attaché ou quoi? Et l'or, c'est encore plus dense. L'or est encore plus dense. C'est pour ça que ça s'amalgame tout ça. Ton livre, il s'appelle Pour 23 grammes d'or, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que c'est pertinent d'avoir une petite explication sur pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça, qu'est-ce qui s'est passé en fait. Est-ce que j'ai un hanté qui s'appelle Mon ultime mission? Ouais, c'est ça. Donc pour 23 grammes d'or, donc c'est parce qu'en fait sur mon ultime mission que je raconte, on était intervenu sur un site pareil avec des militaires. Donc c'était une mission, une grosse mission avec il y avait beaucoup de monde, beaucoup de militaires. Et souvent sur ces missions, comme on arrive en hélico, et là c'est pas des missions où on s'infiltre que je raconte dans mon livre, on est posé à plusieurs heures de marche. Là on arrive sur le site en hélico. Ah, vous arrivez directement sur place. Et donc ce qui se passe, c'est comme les hélicos font du bruit, tous les gens qui ont des trucs à se reprocher, donc les patrons des sites, les dealers, les proxénètes, enfin tous les mecs des factions, des gangs, eux quand ils entendent les bruits des hélicos, ils se barrent. Ils se barrent en quad, ils se barrent en pirogue ou ils se barrent en courant. Et donc quand on arrive sur place, on sait qu'on va trouver juste les travailleurs, tu veux. Ouais. Mais le but de ces missions, c'est de détruire les sites. D'accord, vraiment. Et donc on reste de moment une journée ou plusieurs jours sur place pour détruire les sites, vraiment de façon à faire cesser l'infraction. C'est une mission, on en faisait 3-4 par semaine, des missions comme ça. C'est très, c'est notre quotidien, on va dire. Donc on arrive, on pose effectivement, on survole en hélico, on pose un truc. Et moi, les militaires qui travaillaient sur la zone de travail, ils étaient posés d'abord une vingtaine de militaires. Nous, on était un hélico, on était 5. Et les hélicos, après, retournaient à la Maripasoula pour chercher du renfort. Donc on allait être une cinquantaine de militaires en tout sur place. Donc ils nous posent, donc les militaires sont sur la zone de travail. Et nous, ils nous posent, notre hélico me pose vraiment à la lisière de la forêt pour travailler sur la zone vie. Nous, notre but, c'était d'appréhender la zone vie, d'accord, là où ils vivent. Et donc ils nous posent, l'hélico se pose pas au sol, il est vraiment à fleur, tu vois. Et parce que quand on travaille qu'avec les gens de mon unité, nous on descend en corde lisse ou en rappel. C'est-à-dire quand l'hélico il nous pose vraiment plus haut, mais on descend le long d'une corde ou en rappel. Et là, ça nous permet de nous poser en infiltration. Mais pour ça, on est vraiment les seuls habilités à descendre. Et là, sur cette mission, on travaillait avec des gardes républicains. Et c'est comme des gens immobiles. Eux, ils sont pas habilités. Donc l'hélico, faut forcément qu'ils posent. Donc l'hélico pose près d'un sentier, près d'un léon. C'est pas trop risqué comme ça de se poser en hélico ou bien... Non, parce que les hélicos qu'on a après, c'est toujours risqué dans le sens où il y a toujours des branches, des arbres. Justement, pour pas que les hélicos posent, souvent les Brésiliens, ils laissent des troncs d'arbres, ou alors ils mettent des grandes perches de 5-6 mètres de haut en bois sur la zone de travail assez fréquemment pour justement que les hélicos puissent pas poser. C'est pour ça que nous, en corde lisse, en fait, l'hélico il reste à 10 mètres de haut, on balance une corde, on descend le long d'une corde et on a toujours une tronçonneuse pour tronçonner tous ces trucs pour que l'hélico puisse poser. Voilà. Et donc l'hélico nous pose, et donc on repère l'endroit, le sentier pour aller sur la zone vie. On se met à courir et 5-10 minutes après, on arrive sur la zone vie. Donc là, la zone vie, c'est l'endroit où il y a... L'endroit où ils vivent, donc dans des carbets, les cabanes que j'expliquais tout à l'heure. Et en fait, on arrive, donc la zone vie est divisée en 2 zones. Une première zone avec 4-5 carbets, vraiment. C'est sous la végétation, mais ils tombent des arbres, si tu veux, pour faire leur cabane, mais ils gardent quand même la canopée au-dessus. Donc du ciel, tu vois pas, mais c'est un peu... il y a moins de troncs d'arbres au milieu, moins d'arbres, on va dire. Et ils se servent des troncs pour faire des murs, et après, ils fabriquent avec d'autres troncs pour faire des toits, une charpente et tout. Et après, ils mettent des bâches pour faire des cabanes. Et ils dorment dedans et ils vivent dedans. Donc j'arrive sur cette première zone, je contrôle, il y a un mec qui a pas eu le temps de fuir. Lui, c'est un vieux Garin Péros, tu vois, un vieux travailleur, donc enfin vieux. Le mec, le problème, c'est qu'à 40 ans, tu leur en donnes 60 parce qu'ils sont tellement usés par la vie que c'est pas évident. Mais bon, lui, je le contrôle, il a rien sur lui, il a rien à se reprocher, il a pas d'armes, il est pas connu. Il est chef de gang. Souvent, les mecs, on les connaît. Donc, les enquêteurs nous donnent leurs photos. On sait à peu près dans les zones où on travaille les mecs qui sont recherchés. Là, il y a un risque d'avoir des gens importants là-bas ou pas forcément Pour cette mission, non. Il y avait personne qui était connu, des mecs vraiment des gros bonnets qui étaient connus pour vivre sur ces zones. Après, tu sais jamais quand tu arrives. Il y en a qui vont de site en site, donc tu sais pas. Mais sur cette mission, on n'avait pas de renseignements comme quoi il y avait du lourd. Donc je contrôle, il y a un truc rocher, donc je lui dis dégager et je commence à fouiller parce que quand on arrive, le but c'est de chercher tout ce qui est armement en premier
intermittents. Les moyens de communication aussi, les radios, pour casser la radio et la débrancher pour pas qu'ils puissent communiquer sur un autre site forcément. Et tout ce qui est or, tout le matériel qui va servir à extraire l'or, donc ça on va le saisir en premier. Et puis surtout sécuriser la zone, c'est-à-dire tu arrives sur un carbet, le mur, les bâches qu'il y a sur les côtés, tu les tombes pour voir à travers si tu veux. Donc j'arrive sur la première zone, je fouille, rapidement il y a 3 autres mecs qui arrivent derrière moi, donc je leur dis de rester là et moi je progresse avec un autre camarade à 2, on progresse sur la deuxième partie, donc comment te dire, il y avait 4-5 cabanes à peu près, c'est 10 mètres par 10 mètres, hein, c'est une zone assez truc. Il y a un petit sentier qui rentre dans la forêt, un petit sentier sur 20 mètres et après ça donne sur une autre zone un peu déforestée où il y a d'autres cabanes. J'arrive sur la deuxième zone et là en fait pareil, il y a plusieurs carbets et je vois un quad. Et en fait ça m'étonne parce que d'habitude avec les Brésiliens, les quads ils se sont barrés, tu vois. Ah ouais. Donc, immédiatement je vais dessus et en fait à côté du quad il y a un Brésilien assez jeune, lui 25-30 ans maximum, les cheveux décolorés, tu vois. Donc j'arrive sur lui, tout de suite il n'y a pas le temps de se barrer, tu vois, je l'appréhende, je le contrôle et en fait sur son quad il a pas le temps de se barrer parce qu'il est en train d'attacher un groupe électrogène sur le quad pour se barrer, tu vois, parce qu'il sait, comme il sait qu'on va le détruire, ils essaient de récupérer du matos avant de partir. Parce que tout coûte très cher en forêt. Donc il a essayé d'attacher le groupe électrogène, il n'a pas eu le temps, on arrivait trop vite. Et du coup je le contrôle, lui le mec il a un petit peu d'or sur lui, un petit flacon d'or avec un peu d'or, hein, un téléphone portable, mais il n'a pas d'armement, il a rien, tu vois, sa tête elle est pas connue. Je lui dis de se barrer, donc le mec il essaye de me négocier en brésilien, il me dit écoute je me laisse le quad et je te laisse l'or quoi. Donc je lui explique que l'or il est pas pour moi, hein, il est saisi et il va pas servir à moi et donc tu sais je lui dis de se barrer, je mets une tac derrière la tête, il fallait casse-toi maintenant. Je continue de fouiller, donc je démarre le quad également, parce que comme le quad il n'y a pas les clés hein, forcément, donc je fais des fils parce qu'après ce quad sur une mission comme ça il est intéressant parce qu'avec un quad on se dépasse beaucoup plus vite. C'est ça. C'est intéressant pour nous quoi. C'est intéressant d'avoir un quad, ça nous permet de nous projeter beaucoup plus loin. Donc, tu peux relier les fils comme dans les films finalement pour essayer. Ouais mais ça va vite hein. En fait sur une émane de ces quads il y a 4 fils, donc il suffit d'en brancher 3 et t'en laisses un de côté, donc faut connaître les couleurs, mais c'est dur. Très facile à démarrer quoi. Je démarre le quad et puis je continue de fouiller et en fait au bout de 5-10 minutes après, à peu près 10 minutes maximum, j'entends 2 coups de feu en fait derrière moi, tu vois. Donc moi tout de suite je me mets au sol, je me protège. Il y a le quad qui est là, tu sais, il y a des sortes de troncs d'arbres, donc je me mets derrière et en fait je vois ce mec là, le Brésilien que j'avais contrôlé, le jeune là. En fait il est au milieu du village, il est en train d'hurler en brésilien comme quoi il veut récupérer son quad. Comme je suis à côté, en fait il a pas pu avancer. Donc moi j'ai sorti mon arme, je lui fais sommation, je lui dis de lâcher. Et lui en fait je peux pas utiliser mon arme, pas y tirer dessus parce qu'il nous a déjà tiré dessus. Donc comme il est menaçant, je suis en légitime défense absolue. Mais en fait il a pris l'autre Brésilien, le vieux, il l'a devant lui en fait et il s'en sert de bouclier humain. Ok, ouais. Et ça sort de bouclier humain, donc moi je peux pas riposter. Donc j'ai fait des sommations, je lui dis de se barrer, enfin je lui dis de lâcher son arme, de se calmer. Et en fait lui comme il voit comme je suis là, il peut pas venir récupérer son quad, donc il décide de partir. Donc il recule jusqu'à la lisière du bois et il lâche l'autre Brésilien pour se barrer. Ouais. Donc moi à ce moment-là, je peux riposter, je tire et je suis pas sûr de l'avoir touché, tu vois. Donc avec mon autre pote, on décide de le chercher parce qu'on a vu la direction dans laquelle il s'est barré, donc on essaie de le retrouver. Le problème c'est que la forêt c'est tellement dense qu'il y a deux on peut pas travailler en sécurité en fait, c'est tellement dense, il peut se planquer n'importe où, comme il est armé, en fait, c'est ça. Je vois rapidement que c'est pas possible à deux. Donc je décide de prendre le quad et d'aller chercher du renfort vers les militaires, qui eux sont sur la zone de travail à peu près à 10-15 minutes maximum à pied, tu vois. Donc je prends le quad pour aller plus vite, pour qu'ils viennent nous aider, on sera plus nombreux pour le retrouver, tu vois. Forcément, parce qu'on peut pas le laisser sur place, là pour le coup, maintenant c'est un criminel, parce qu'il nous a tiré dessus, il nous a menacé. En plus on allait rester plusieurs jours sur place, donc il était hors de question de laisser un tireur isolé sur place. En plus comme moi j'avais riposté, je sais pas si je l'ai touché, il est peut-être blessé, tu vois. Donc je prends le quad et je repars dans la direction des hélicos, là où il y a les militaires. Et en fait sur le trajet, alors que j'ai quitté le village, je suis vraiment au milieu de la forêt, au milieu du sentier, tu vois. Donc c'est un petit chemin où on passe à pied à peine. Le quad en forêt, on peut pas aller à 80 km/h, tu vois. Il y a des racines partout, les chemins sont défoncés. Nous sur les quads, pour avancer, on met des chaînes, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de boue. Donc comme les chaînes de neige, tu vois. Donc j'avance pas très vite avec le quad. Et en fait ce Brésilien, il a entendu le bruit du quad. Et en fait il me fait une embuscade, il sort face à moi et il me menace avec son arme tout de suite, enfin il me pointe avec son revolver. Moi à ce moment-là, j'étais parti avec le quad. En fait j'ai le groupe électrogène, comme il était pas attaché, en fait je l'ai viré, tu vois. Et en fait dans ma tête, quand je vois le mec qui me sort avec son arme en me menaçant, parce que je sais qu'il va tirer, tu vois, je vois dans son regard, je sais qu'il va tirer. En fait je me dis putain, quand j'ai enlevé le groupe électrogène, parce que j'aurais pu me protéger derrière et il y fonçait dedans. Et là le problème c'est que c'est pas possible. T'as une protection à ce moment-là toi ou... J'ai juste mon gilet pare-balles, c'est tout. Mais c'est un petit gilet pare-balles, tu vois. Là je le vois en fait qui va m'allumer, qui va me tuer avant de repartir avec le quad. J'essaye de saisir mon arme. Le problème c'est que comme je suis assis sur le quad et que j'y arrive pas, donc je saute du quad. Donc le quad il continue un petit peu d'avancer, tu vois. Donc ça je te le raconte, mais ça dure, c'est une fraction de seconde, le temps que ça va super vite. Donc je descends du quad, je saute du quad, et au moment où je vais saisir mon arme, tu vois, je lui fais signe avec le bras de se calmer pour pas qu'il voit que je sorte mon arme, pour essayer de gagner en fraction de seconde. C'est ça. Ouais. Et en fait, au moment où je fais signe avec le bras de se calmer, moi je sors mon arme. En fait, dès que je l'ai sorti, je vais l'orienter à la sortie de l'étui, et tout de suite je vais tirer avant que lui puisse tirer. Le problème c'est qu'en fait à ce moment-là, on va se tirer dessus en même temps en fait. C'est-à-dire que moi je vais tirer, je vais le toucher au niveau du bras et au niveau de la main, et lui en fait
Il va me mettre une balle. Comme j'ai le bras qui est élevé, en fait, j'ai la balle qui va passer sous l'aisselle, sous gilet pare-balles. Donc à ce moment-là, la balle, en fait, elle va complètement me traverser le corps et elle va me perforer les 2 poumons et me sectionner la moelle épinière. Donc à ce moment-là, vraiment, je m'écroule au sol immédiatement. Je tombe au sol à côté du quad. Le problème, c'est que le Brésilien, en fait, il continue d'avancer sur moi. Je le vois, tu vois, parce que quand je tombe au sol, en fait, je regarde son regard. Je me suis focalisé, moi, sur le barillet de son arme. Et voilà, il y a un barillet et tu vois les trous. Donc je me suis focalisé pour essayer de rester des balles, rester des cartouches. Et comme j'ai vu, en fait, qu'il continuait d'avancer, toujours en hurlant, en menaçant, avec son regard plein de haine, en fait, j'ai eu la chance, en tombant au sol, de garder mon arme. Et en fait, avant qu'il puisse tirer une deuxième fois, je vais tirer et je vais lui mettre une balle au niveau de la trachée ici, juste au-dessus du cœur. Et en fait, il va décéder à côté de moi. Donc moi, à ce moment-là, tu vois, je suis au sol. Le Brésilien, il est mort à 2 mètres. Je suis persuadé que moi, je vais crever aussi. Je suis persuadé que je vais mourir aussi. En fait, j'ai pas envie de mourir tout seul. J'ai pas envie de crever au milieu de la forêt tout seul avec les Brésiliens à côté là. En fait, donc, je veux qu'il y ait un pote qui vienne me tenir la main moi pendant que avant que je crève. Et donc j'essaye de crier au secours. Le problème, c'est qu'il y a aucun son qui va sortir en fait. Parce que comme j'ai les poumons qui sont perforés, j'essaye de crier au secours en fait, mais je peux pas. Et j'ai l'impression d'avoir mon corps, mes jambes qui sont d'un côté et le reste de mon corps. Tu peux pas bouger en fait. Ouais, je peux pas bouger. Et puis surtout, j'ai l'impression d'avoir mon corps coupé en 2. En fait, c'est vraiment hyper bizarre comme sensation. Donc je suis persuadé que je suis en train de me vider de mon sang et que je vais mourir dans quelques secondes. Donc avec les cartouches, avec mon arme, comme il me reste des cartouches, je vais tirer en l'air pour avertir les potes de ma position. Et en fait, donc ils vont arriver assez rapidement. Donc faut imaginer, ils arrivent pas en courant, ils arrivent parce qu'ils ont entendu des coups de feu, mais ils savent pas. Donc ils arrivent en progressant ils savent pas sur qui ils vont. Ouais, c'est ça. Ils arrivent tous. Ils arrivent, donc ils me voient au sol, ils voient l'autre Brésilien également au sol, donc ils vont vers lui, ils constatent qu'il est mort et celui qui arrive vers moi, en fait, je lui dis, moi, il y en a un qui prend le quad pour aller vers les militaires, pour aller chercher du renfort, parce ils avaient une infirmière et un médecin qui viennent m'apporter les premiers secours. Et le mec qui reste avec moi, je lui dis, tu diras à mes gamins que je les aime, parce que j'ai 3 garçons, et à cette époque-là, ils avaient 9 mois, 4 ans et 7 ans. Et en fait, je voulais qu'ils sachent qu'au moment où j'allais mourir, que je pense à eux, en fait. Après, l'infirmière arrive, me fait les premiers secours, je suis évacué sur Cayenne. Donc l'hélico, pour venir me chercher, il va mettre 4 heures à venir me chercher. Donc c'est énorme ce que je raconte dans mon livre. Et après, je suis évacué sur Cayenne. Donc Cayenne ne peut pas faire grand-chose sur moi. Et après, je suis évacué sur le Val-de-Grâce. Toi, tu te dis quoi à ce moment-là, que c'est fini, ou tu te dis qu'il y a encore un espoir? Au début, je suis persuadé de mourir, tu vois. Donc et après, au final, voilà, tu te rends compte que je suis toujours resté conscient. J'ai jamais été plongé dans le coma, ni jamais perdu connaissance. Donc je me rappelle de tout, même si avec la morphine, tu oublies quelques trucs quand même. Mais voilà, je détaille tout. Tout est détaillé dans mon livre. Vraiment, c'est toute l'évacuation. Il y a différence de traitement entre moi qui suis blessé en service, gendarme blessé en service, et les militaires qui eux sont blessés de guerre. Eux, quand ils sont blessés en Afghanistan ou au Mali, par exemple en OPEX, c'est un avion qui vient les chercher de métropole parce qu'ils dépendent du service de santé des armées. Donc un avion médicalisé avec des médecins militaires, des infirmières militaires qui viennent les chercher, qui les prennent en soin, qui les prennent en compte et pour les amener. Moi, comme je dépendais, en fait, on dépend pas du service de santé des armées, nous, les gendarmes, on dépend du milieu civil sur place en Guyane. Déjà, ils ont mis 48 heures à m'évacuer de Cayenne pour aller au Val-de-Grâce en réanimation et être opéré. Sur le temps que j'arrive, ça a mis quasiment 3 jours avant d'être opéré. Et en fait, je suis évacué sur le vol Air France que tous les touristes prennent, sur un brancard à l'arrière de l'avion, au milieu des plateaux repas. Et en fait, comme j'ai besoin d'oxygène à fond, puisque mes poumons sont perforés, en fait, 2 heures avant d'atterrir, le médecin n'avait pas prévu suffisamment d'oxygène. Je suis tombé en panne d'oxygène. Et heureusement, j'étais le chef, mon officier, Steph, il m'avait accompagné. Et avec les stewards, ils ont rapidement pu brancher les bouteilles de l'avion pour que je continue à respirer en fait. Parce que le vol, j'ai failli crever. La balle, elle m'a pas tué, mais j'ai failli mourir pendant le vol, alors que normalement, il y aurait eu un vol sanitaire militaire que ça me cherchait, ça serait jamais arrivé ça. Du coup, pour que les gens comprennent bien, en fait, t'as pas le même traitement que si t'es... Non, on n'a pas le même traitement, mais après, même au niveau reconnaissance, moi par exemple, je suis gendarme militaire, mais j'ai pas le droit à la médaille du blessé militaire par exemple. Là, je suis en conflit avec, en tant que militaire, on souscrit une assurance, prévoyance, tu vois. Donc il y a des assurances spécifiques pour les militaires, tu vois, qui sont faites pour les militaires. Nous, notamment, c'est la GPM, tu vois, pour pas la citer. Et en fait, sur mon contrat de prévoyance, comparé à d'autres militaires qui ont été blessés, qui ont eu le droit à la validité absolue et définitive, sans même passer d'expertise, moi, ils m'ont donné 6 fois moins. Après 2 fois et demi moins, j'ai fait une expertise que le tribunal avait ordonnée. En fait, ce genre d'expertise, le médecin de cette assurance, il est arrivé avec une photo de moi en train de faire du sport pour essayer de minimiser mon handicap, tu sais, pour dire, oh non, bah, regardez, il fait du sport, il est pas handicapé, quoi, tu vois. Enfin, c'est hyper abject comme truc. J'ai gagné au tribunal et en fait, ça chante tellement sur mon dossier qu'ils se pourvoient en cassation. Et ça, je l'ai appris par une lettre reçue dans ma boîte aux lettres. Ils ont même pas eu la décence de m'en avertir, ni moi, ni mon avocate, tu vois. Et je suis persuadé que parce que je suis gendarme, je suis pas blessé. Voilà, les militaires, ceux que j'en connais, j'en ai encore croisé un il y a 10 jours dans le train. Lui, il m'a dit qu'il a été blessé en OPEX. Alors, il a perdu une jambe, tu vois, il a pété, donc c'est triste, hein, il a perdu une jambe. Mais je veux dire, comparé à une paraplégie, moi, je donnerais tout l'or du monde pour n'avoir qu'une jambe arrachée, tu vois. Parce que moi, en fait, comme je suis touché là, c'est un petit peu comme si j'étais amputé, comme si mon corps était amputé en dessous des aisselles, tu vois. Ouais. Pour imaginer un petit peu, tu vois. Donc c'est beaucoup plus grave une paraplégie qu'une amputation. Et pour autant, j'ai pas les mêmes
mêmes droits. Donc j'essaye de le faire connaître aux gens. Donc je fais des vidéos, j'ai un compte TikTok, je fais des vidéos et puis j'ai contacté des médias pour passer sur des réseaux nationaux pour le faire connaître, pour que les gens sachent que nous gendarmes on est militaires, mais quand on est blessé sur le sol national, en fait, on est moins pris en compte que si on était blessé à l'étranger. Pourtant c'est pas moins noble, tu vois, c'est le même drapeau, c'est le même uniforme, on n'a pas la même reconnaissance parce que nous gendarmes, on dépend des textes militaires et les textes militaires ils sont pas prévus pour notre statut. Tout est fait pour les blessés de guerre. Donc que les militaires soient pris en compte, soient reconnus, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. Mais nous gendarmes, non, on ne doit pas être laissé de côté, je trouve pas ça normal, moi. Totalement, ouais. Je reviens juste sur le fameux titre de livre. Ouais. Où, finalement... Alors pour 23 grammes d'or, parce qu'en fait le Brésilien, quand je l'avais contrôlé la première fois, il avait un petit flacon d'or que j'avais saisi avec son téléphone portable. Et dans ce flacon en fait, d'or, après avec l'enquête, il y avait 23 grammes d'or. Pour 23 grammes d'or, en fait, pour 23 grammes d'or et un quad, lui il a perdu la vie et moi je me suis retrouvé en fauteuil. Et encore, je pense que heureusement que je l'ai abattu parce que je l'aurais pas abattu, il aurait essayé de prendre la fuite. Il y aurait peut-être eu certainement d'autres blessés, voire des morts dans sa fuite parce qu'il était hyper déterminé, quoi. Il était connu sur site après, d'après les auditions des Brésiliens sur place. Il était connu pour être très violent. C'est lui aussi qui faisait avec son quad. En fait, il s'en servait pour aller chercher la drogue ou de matériel. Sur ce Brésilien, en fait, j'ai jamais eu de rancune. J'aurais jamais voulu, en fait, parce que moi, ce mec, je connaissais pas sa vie, tu vois. Je connaissais pas sa vie. Ça faisait plusieurs mois qu'il était sur place. Ce quad qu'il voulait absolument récupérer, c'était certainement son outil de travail. C'est ce qui lui permettait de gagner sa vie en forêt. Et le fait qu'on le saisisse, que je le saisisse, en fait, il pourrait plus travailler. Et ce quad, il l'est certainement acheté à crédit à des patrons, à des chefs de gang. Ouais, c'est ça. S'il pouvait plus le rembourser, il pensait peut-être qu'il allait se faire buter pour le quad. Je connaissais pas sa vie. Hein. C'est peut-être une fiction, mais c'est pour ça que je peux pas. C'est malheureux ce qu'il avait fait. Moi, après, j'ai fait mon job, voilà. Mais il y a eu un mort et un blessé grave pour un quad et quelques grammes d'or. C'est comme ça, quoi. Il est enterré dans la fosse commune à Cayenne parce qu'il n'y a aucune famille qui a réclamé le corps. Hein. Je sais pas d'où il vient, ce mec. C'est triste. Hein. Pour terminer un peu juste sur une note positive, j'ai vu que tu as eu la médaille d'or en handbike. Ouais, parce que. C'est dingue, ça commence. Parce que moi, en fait, comme je te disais, j'étais moniteur de sport avant, donc, et puis dans mon unité, on faisait beaucoup de sport. Donc une fois que je me suis retrouvé en fauteuil, il fallait que je retrouve, que je continue un sport qui me plaise. Donc je me suis mis au handbike. Donc c'est un vélo où je pédale avec les bras, tu vois. Ok, ouais. C'est un vélo, en fait, je suis couché. C'est le même système que les vélos. On a une chaîne, des changements de vitesse. Là où je pédale avec les jambes, forcément, je pédale avec les bras. Ouais. Et j'ai fait plusieurs compétitions, et notamment les Invictus Games. C'est une compétition qui a été mise en place par le Prince Harry à Londres, la première édition en 2014. J'ai fait plusieurs éditions, tu vois. Et j'ai gagné plusieurs titres, plusieurs médailles d'or en handbike. Incroyable. Ouais, c'était sympa. Major, Franck Robin, merci infiniment. Merci beaucoup. On le rappelle évidemment, ton livre pour 23 grammes d'or qui est sorti l'année passée, je sais pas le titre. Ouais, c'est ça, il est sorti en novembre, mais il est en vente partout, Amazon, Fnac, Cultura. Exactement, aux éditions Mareuil également. On mettra le lien évidemment en première ligne de description, ainsi que le lien de tes réseaux. Tu t'es même lancé sur TikTok, si je dis pas le titre. Ouais, tout le monde me retrouve au nom de Franck Robin, donc Instagram ou TikTok, et j'ai fait des vidéos marrantes où je raconte des missions en version courte, plusieurs anecdotes, donc c'est marrant, quoi. C'est des petites vidéos sympas. N'hésitez pas à aller checker ça, évidemment, on mettra en première ligne de description. Merci infiniment d'avoir participé à cet épisode. Merci infiniment, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez regarder un autre épisode, vous avez 2 écrans qui s'affichent maintenant sur votre écran. C'était Noah, bye.